Le bébé millionnaire ne mangeait rien. La femme de ménage lui donna son lait maternel et il fut sauvé. Le bébé de l'homme le plus riche de Paris n'avait pas mangé depuis 5 jours. Et personne ne savait que cette nuit-là, il allait mourir dans mes bras. Ce furent les mots qu'Amélie Dubois n'aurait jamais imaginé devoir prononcer devant un juge. Mais à l'aube de ce 15 octobre, alors qu'elle nettoyait les sols en marbre du manoir Villeneuve, dans le quartier chic de Neuilly-sur-Seine, tout changea à jamais. Amélie avait 24 ans et travaillait depuis à peine 3 mois comme employée de maison dans cette imposante résidence de 3 étages, avec des jardins qui semblaient tirés d'un magazine européen et des fontaines d'eau qui coûtaient plus que tout ce qu'elle avait gagné dans sa vie. Elle venait d'un petit village d'Auvergne, où la pauvreté lui avait appris à apprécier chaque euro, chaque opportunité. 6 semaines auparavant, elle avait donné naissance à une fille, un magnifique bébé qui n'avait respiré que 4 heures avant que Dieu ne décide de la lui enlever. Les médecins de l'hôpital Robert Debré avaient diagnostiqué une malformation cardiaque congénitale. Amélie sentait encore le poids de ses petits bras vides, le silence là où il devrait y avoir des pleurs, le lait que son corps continuait de produire sans avoir personne à nourrir. Elle avait désespérément besoin d'argent, les dettes des funérailles, le loyer de son minuscule appartement à Saint-Ouen, la pension qu'elle envoyait à sa mère malade à Clermont-Ferrand. C'est pourquoi elle avait accepté le travail chez les Villeneuve, malgré la douleur qu'elle ressentait chaque fois qu'elle voyait les berceaux de luxe dans la chambre du nouvel héritier. Étienne de Villeneuve était propriétaire de Villeneuve Investissement, un empire d'investissement immobilier évalué à plus de 200 millions d'euros. Son visage apparaissait fréquemment en couverture des Éco-Foie et du Foie Monde. Un homme de 42 ans, aux cheveux foncés parsemés de quelques mèches grises distinguées, une mâchoire forte et des yeux gris qui intimidaient quiconque croisait son chemin. Son épouse, Inès de Montalembert, était tout ce qu'Amélie n'était pas. Grande, mince, avec cet air de supériorité que seul l'argent hérité peut donner. Elle venait d'une famille aristocratique de Bordeaux et n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Son monde tournait autour des événements caritatifs, des spas exclusifs et des dîners dans des restaurants étoilés au guide Michelin. Ils avaient eu leur premier enfant à peine 2 semaines auparavant, Gaspard de Villeneuve-Montalembert. Un bébé qui aurait dû être la joie de cette famille parfaite, mais qui se transformait en leur pire cauchemar. Cette nuit-là, Amélie passait l'aspirateur dans le couloir du 2e étage lorsqu'elle entendit des cris. Il était 2 heures du matin. Il venait de la chambre principale. « Je n'en peux plus, Étienne. Je n'en peux plus. Cet enfant est en train de ruiner ma vie. » La voix d'Inès était hystérique, au bord de l'effondrement. « Calme-toi, s'il te plaît. Les médecins ont dit qu'ils trouveraient une solution. » La voix d'Étienne semblait fatiguée, vaincue. 5 jours sans manger. Combien de laits artificiels avons-nous essayé? 20. Il refuse tout. Il est en train de mourir. Et tu me demandes de me calmer. Amélie resta paralysée. Elle savait que quelque chose n'allait pas avec le bébé. Au cours des derniers jours, elle avait remarqué le défilé constant de pédiatres, de nutritionnistes spécialisés, et même un gastro-entérologue infantile venu de l'hôpital Necker. Les Lefebvre nous ont invités à Saint-Tropez ce week-end. Te rends-tu compte que je ne peux pas y aller? Te rends-tu compte que je dois tout annuler parce que cet enfant ne veut pas manger? Inès sanglotait, mais il y avait quelque chose d'étrange dans ses pleurs. Cela ne sonnait pas comme une mère inquiète, mais comme quelqu'un de contrarié, de plein de ressentiment. Inès, c'est notre fils, c'est ton fils. Je ne voulais pas tomber enceinte tout de suite. Tu as insisté. Tu as dit que nous avions besoin d'un héritier pour l'entreprise afin de finaliser l'accord avec les investisseurs de Dubaï. C'était ton idée. Amélie sentit la nausée monter. Comment une mère pouvait-elle parler ainsi de son propre bébé? Elle donnerait n'importe quoi, tout ce qu'elle possédait, pour retrouver sa petite Léa dans ses bras. Soudain, un pleur faible, très faible. C'était le bébé. C'est reparti. Je ne supporte plus. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Fais quelque chose, toi. Inès sortit en claquant la porte, passant devant Amélie sans même la regarder, dans sa robe de chambre de soie ivoire et ses pantoufles de créateur. Amélie attendit quelques minutes. Les pleurs du bébé continuaient, de plus en plus faibles, de plus en plus désespérés. C'était un son qui lui déchirait l'âme. Elle connaissait ses pleurs. C'était le cri d'un enfant qui avait faim, qui avait besoin d'être nourri, qui avait besoin de sa mère. Mais sa mère était partie dormir. Elle prit une décision qui allait tout changer. Elle s'approcha de la porte de la chambre principale et frappa doucement. « Monsieur de Villeneuve, excusez-moi, avez-vous besoin d'aide » Étienne ouvrit la porte. Il avait les yeux rougis, les cheveux ébouriffés, la chemise froissée. Il tenait le bébé contre sa poitrine, le berçant maladroitement. Gaspard était si petit, si fragile.
Sa peau avait pris un ton pâle inquiétant. « Amélie, je ne sais pas quoi faire. Il ne mange pas, rien ne fonctionne. Les médecins ont dit que s'il n'acceptait pas de nourriture rapidement. » Sa voix se brisa. Cet homme puissant, capable de déplacer des millions d'euros d'une signature, s'effondrait face à l'impuissance de ne pouvoir sauver son fils. « Puis-je essayer quelque chose, monsieur ?» Amélie tendit instinctivement les bras. Étienne la regarda, surpris, mais le désespoir prit le dessus. Il lui tendit le bébé. Dès qu'Amélie prit Gaspard dans ses bras, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis la perte de Léa. Une connexion. Le bébé arrêta de pleurer un instant et ouvrit ses petits yeux sombres, la regardant comme s'il la reconnaissait, comme s'il savait qu'elle comprenait sa douleur, sa faim, son besoin. « Monsieur de Villeneuve, j'ai eu un bébé il y a 6 semaines. Elle est morte quelques heures après sa naissance. » Amélie sentit les larmes couler sur ses joues. « Mon corps produit encore du lait. Si vous me le permettez, si les médecins ne trouvent aucune autre solution, je pourrais essayer de l'allaiter, juste pour cette nuit, juste pour qu'il ait quelque chose dans l'estomac. » Étienne resta sous le choc. Il regarda Amélie, puis le bébé, puis Amélie à nouveau. 1000 pensées devaient traverser son esprit. Le protocole, les classes sociales, ce que dirait sa femme, ce que penserait la haute société parisienne. Mais alors il regarda son fils, ce bébé qui refusait toute nourriture depuis 5 jours, qui s'affaiblissait d'heure en heure, que les meilleurs pédiatres de France ne pouvaient sauver. « S'il vous plaît, » murmura Étienne. « Sauvez mon fils. » Amélie hocha la tête. Le bébé dans ses bras, elle se dirigea vers le canapé de la chambre, s'assit et, d'une main tremblante, arrangea le chemisier de son uniforme bleu. Elle approcha le petit Gaspard de sa poitrine. Ce qui se produisit ensuite fut un miracle. Le bébé se mit immédiatement à téter. Avec une force que personne n'aurait imaginée dans son petit corps affaibli, il commença à sucer, à se nourrir, à vivre. Étienne s'effondra dans une chaise, se couvrant le visage de ses mains. Il pleurait de soulagement, de gratitude, d'émotion qu'il ne savait comment gérer. Amélie regardait le bébé pendant qu'elle l'allaitait, sentant que ce vide terrible dans sa poitrine commençait à se combler à nouveau. Ce n'était pas Léa. Elle ne pourrait jamais remplacer sa fille. Mais à cet instant, tenant cet enfant qui avait autant besoin d'elle qu'elle avait besoin de donner la vie, elle sentit que juste peu, ils pourraient se sauver mutuellement. Gaspard mangea pendant 20 minutes. Quand il se détacha finalement, ses lèvres étaient humides de lait et une expression de paix absolue couvrait son petit visage. Il s'endormit dans les bras d'Amélie, respirant profondément, calmement. Pour la première fois en 5 jours, le bébé millionnaire était rassasié. Mais ni Étienne ni Amélie n'imaginaient que cet acte d'amour désespéré allait déclencher une tempête qui détruirait des secrets, révélerait des mensonges et confronterait 2 mondes qui n'auraient jamais dû se croiser. Car Inès, de Montalembert, n'allait pas permettre à une simple employée de maison de devenir le salut de son fils. Et il y avait autre chose, quelque chose qu'Étienne ignorait encore, quelque chose qu'Inès avait jalousement caché pendant tous ces mois de grossesse. Le petit Gaspard gardait un secret dans son sang, un secret qui expliquait pourquoi il avait rejeté toute nourriture, à l'exception de celle d'Amélie. Mais cela restait encore à découvrir. La lumière de l'aube filtrait à travers les grandes fenêtres du manoir Villeneuve, lorsqu'Inès se réveilla dans la chambre d'Ami. Il était 7 heures du matin, et pour la première fois en près d'une semaine, elle avait réussi à dormir 6 heures d'affilée sans interruption, sans les pleurs constants de Gaspard, sans les appels des médecins, sans la pression suffocante de se sentir observée, jugée, pointée du doigt, comme une mère incompétente. Elle se regarda dans le miroir. 38 ans, mais en paraissant moins grasse aux traitements faciaux mensuels à la clinique esthétique de l'avenue Montaigne. Ses cheveux blonds parfaitement lissés, sa peau sans une ride grâce au botox stratégique. Elle avait retrouvé sa silhouette d'avant la grossesse, en un temps record, s'entraînant 3 heures par jour avec son coach personnel. La grossesse avait été un cauchemar, non pas à cause des nausées ou des fringales, mais parce qu'elle signifiait perdre le contrôle de son corps, de son image, de sa vie sociale. Étienne avait tellement insisté pour avoir un héritier. « Les investisseurs de Dubaï veulent voir une stabilité familiale, disait-il. Nous devons montrer une continuité dans l'entreprise. » Pour Inès, Gaspard était plus une exigence professionnelle qu'un enfant désiré. Elle enfila sa robe de chambre en cachemire importée d'Italie et marcha pieds nus vers la chambre principale. Elle s'attendait à trouver Étienne épuisé, le bébé pleurant comme toujours, le même chaos habituel. Mais ce qu'elle vit la laissa paralysée. Étienne dormait sur le fauteuil près de la fenêtre, une couverture sur les jambes. Et dans le rocking chair en chêne qui coûtait 3000 €, Amélie,
l'employé de maison, tenait Gaspard contre sa poitrine. Le bébé dormait profondément, les joues roses, respirant tranquillement. Sur la table d'appoint, il y avait un moniteur de fréquence cardiaque qu'un médecin avait dû laisser, affichant des signes vitaux complètement normaux. « Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang ?» La voix d'Inès claqua comme un fouet dans le silence de la pièce. Étienne se réveilla en sursaut. Amélie ouvrit les yeux, effrayée, serrant instinctivement le bébé contre elle dans un geste protecteur. « Inès, je peux expliquer. » Étienne se leva rapidement. « Expliquer quoi? Pourquoi cette femme est-elle dans notre chambre? Pourquoi a-t-elle mon fils ?» Inès avança, les poings serrés, son visage habituellement contrôlé, maintenant déformé par la fureur. Le bébé était en train de mourir. Gaspard n'avait rien mangé depuis 5 jours. Aucune formule ne fonctionnait. Amélie, elle a proposé son aide. Quel genre d'aide? Inès regarda Amélie avec un mépris absolu. Elle remarqua alors le chemisier de l'uniforme légèrement ouvert, les taches de lait sur le tissu, et comprit. Non, non, tu es en train de me dire que tu as permis à cet employé d'allaiter notre fils? Tu es devenu complètement fou. Je lui sauvais la vie. Tu ne comprends pas? Les médecins ne savaient plus quoi faire. Le docteur Leclerc a dit que s'il ne mangeait pas rapidement, nous devrions l'hospitaliser avec une alimentation intraveineuse. Il aurait pu subir des dommages permanents. Alors tu l'aurais emmené à l'hôpital, mais pas ça. As-tu une idée de ce que les gens vont dire s'ils l'apprennent? Les Montalembert, les investisseurs, nos amis, ce sera un scandale. Amélie se leva lentement. Gaspard toujours endormi dans ses bras. Sa voix sonna plus ferme qu'elle ne se sentait. Madame de Villeneuve, je voulais juste aider. Le bébé avait faim. J'ai perdu ma fille récemment, et mon corps produit encore du lait. Je n'avais pas l'intention de vous offenser, ni de causer de problème. Je voulais juste que l'enfant vive. Inès la regarda de haut en bas avec ce dédain que seule une personne élevée dans la richesse peut perfectionner. Ta fille, comme c'est pratique. Et qui me garantit que tu n'as pas de maladie? De la drogue dans ton système, de l'alcool. Nous ne savons rien de toi, de ta vie, de tes gens. Inès, ça suffit. Étienne s'interposa entre les deux femmes. Amélie a passé tous les examens médicaux lorsque nous l'avons embauchée. Elle est en parfaite santé et, grâce à elle, notre fils est vivant et bien nourri pour la première fois depuis près d'une semaine. Comme pour confirmer les paroles de son père, Gaspard s'étira dans les bras d'Amélie et émit un petit son satisfait, sans se réveiller. Il était complètement différent du bébé pâle et affaibli de la nuit précédente. Il avait de la couleur sur les joues, respirait profondément et avait même pris un peu de poids en ces quelques heures. Inès serra la mâchoire. Elle détestait l'admettre, mais Étienne avait raison. Le bébé avait l'air mieux, beaucoup mieux. Très bien, dit-elle finalement d'une voix froide. Mais cela s'arrête maintenant. J'appelle le professeur Duhamel, le pédiatre de la famille royale. S'il y a quelqu'un qui peut trouver un lait artificiel qui fonctionne, c'est lui. Nous n'avons pas besoin des services alternatifs de l'employé. Papa. Une voix enfantine retentit depuis la porte. C'était Camille, la fille de 7 ans issue du premier mariage d'Étienne. Une fille mince aux cheveux foncés et aux yeux curieux identiques à ceux de son père. « Pourquoi criez-vous? Vous avez réveillé le bébé Gaspard. Retourne dans ta chambre, Camille, ordonna Inès sèchement. Elle n'avait jamais vraiment établi de lien avec la fille d'Étienne, cet enfant qui lui rappelait constamment qu'elle n'était pas la première épouse, la première famille. « Mais je veux voir mon petit frère. Papa a dit qu'il était malade. » Étienne se dirigea vers sa fille et la serra dans ses bras. « Il va mieux, ma princesse. Beaucoup mieux. Mademoiselle Dubois l'a aidé. » Camille regarda Amélie avec ses yeux profonds, qui semblaient en voir plus que ce qu'une fille de 7 ans devrait voir. « Tu as soigné mon petit frère ?» Amélie hocha la tête avec un sourire triste. « Je l'ai juste nourri, petite. Comme le font les mamans, » dit Camille avec innocence. Puis elle regarda Inès. « Pourquoi tu ne l'as pas nourri, toi ?» Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Inès se raidit, son visage rougissant de honte et de colère. Étienne se racla la gorge, mal à l'aise. « C'est parce qu'il existe différentes façons de nourrir un bébé, Camille, » dit finalement Étienne. « Parfois nous utilisons des biberons avec un lait artificiel spécial. Inès était lait-fipier. Elle avait des complications médicales qui l'empêchaient d'allaiter. C'était un mensonge. Tout le monde dans cette pièce le savait. Inès avait rejeté l'idée d'allaiter dès le premier instant. « Ça ruine les seins », avait-elle dit. Et en plus, c'est primitif. Il existe des laits artificiels modernes pour cela. Mais les laits artificiels modernes n'avaient pas fonctionné avec Gaspard. À cet instant, le bébé se réveilla, ouvrit ses petits yeux et regarda autour de lui, désorienté. Lorsque son regard se posa sur Amélie, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Il sourit,
Un petit sourire, à peine perceptible, mais réel, étendit sa petite main vers le visage d'Amélie. « Il a encore faim », murmura Amélie. Elle connaissait les signes, le mouvement de la bouche, le petit bruit, la façon dont il cherchait avec sa tête. « Donne-lui le biberon qui est dans le chauffe-biberon », ordonna Inès sèchement. « S'il a mangé hier soir, il mangera un biberon normal maintenant. » Étienne prépara le biberon avec le lait artificiel le plus cher du marché, importé de Suisse. Il l'offrit à Gaspard. Le bébé le rejeta immédiatement, tournant la tête, commençant à pleurer de frustration. Ils essayèrent avec une autre marque, une autre température, une autre position. Rien ne fonctionnait. Gaspard pleurait de plus en plus fort, arquant son petit corps, devenant rouge d'effort. C'était le même pleur désespéré des 5 derniers jours. « S'il te plaît », dit Étienne en regardant Amélie, la supplication dans les yeux. Une fois de plus, juste jusqu'à ce que le professeur Duhamel arrive. Inès allait protester, mais Camille la devança. « Laisse-la, maman Inès. Le bébé a faim, il va retomber malade. » Il y avait quelque chose dans la voix de la fillette, une maturité qui ne correspondait pas à son âge. Inès la regarda avec irritation, mais ne dit rien. Amélie s'assit à nouveau dans le rocking chair. Avec des mouvements doux et naturels, elle approcha le bébé de sa poitrine. Gaspard se calma instantanément et commença à se nourrir. Ses petits poings se relâchèrent. Sa respiration devint profonde et régulière. Étienne soupira de soulagement. Camille sourit. Inès quitta la pièce en claquant la porte. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'à cet instant précis, Madame Deschanel, la gouvernante de 60 ans qui travaillait pour la famille depuis 20 ans, avait tout entendu depuis le couloir, et Madame Deschanel avait une nièce qui travaillait pour Foi Paris Match. Dès le lendemain après-midi, tout Paris parlerait du scandale dans le manoir Villeneuve. Mais il y avait autre chose, quelque chose de beaucoup plus sombre. Pendant que Gaspard se nourrissait en paix dans les bras d'Amélie, dans une clinique privée à l'autre bout de la ville, le docteur Moreau révisait les résultats des analyses de sang qu'il avait prélevées sur le bébé quelques jours auparavant. Ses mains tremblaient en lisant les données sur l'écran de son ordinateur. Le groupe sanguin de Gaspard ne correspondait pas à celui de ses parents, ce qui était génétiquement impossible, à moins que l'un d'eux ne soit pas réellement son père biologique. Et le docteur Moreau venait de découvrir qui était le véritable père de Gaspard de Villeneuve-Montalembert. Il prit le téléphone d'une main tremblante et composa un numéro qu'il avait enregistré depuis des mois, un numéro qu'il n'avait jamais pensé devoir utiliser. « Bonjour », dit-il lorsque quelqu'un répondit à l'autre bout. « J'ai besoin de parler à monsieur Olivier Leroy. Dites-lui que j'ai des informations sur son fils. » Dans le manoir Villeneuve, alors que le soleil d'octobre filtrait par les fenêtres, illuminant le visage paisible de Gaspard, personne n'imaginait que la vérité était sur le point d'exploser et que, lorsqu'elle le ferait, elle détruirait tout sur son passage. Olivier Leroy reçut l'appel du docteur Moreau alors qu'il déjeunait au restaurant Foy La Tour d'Argent, l'un des plus anciens établissements de Paris. Il était l'associé principal de Rivage du Sud, le principal concurrent de Villeneuve Investissement, un homme de 45 ans, aux cheveux châtains, à la carrure athlétique et avec un sourire qui avait conquis des douzaines de femmes mariées de la haute société parisienne, y compris Inès de Montalembert. « Vous êtes absolument certain ?» demanda Olivier à voix basse, s'éloignant de sa table vers les toilettes privées du restaurant. « Les analyses ne mentent pas, monsieur Leroy. Le groupe sanguin AB négatif du bébé ne peut provenir que de vos gènes. Étienne de Villeneuve est O positif. Il est biologiquement impossible qu'il soit le père. » Olivier s'appuya contre le mur de marbre, traitant l'information. 10 mois auparavant, il avait eu une liaison tumultueuse avec Inès. Ils s'étaient rencontrés lors d'un gala de charité à l'hôtel Le Meurice. Elle s'ennuyait dans son mariage parfait et prévisible. Il était fasciné par l'idée de conquérir l'épouse de son plus grand rival commercial. Ce qui avait commencé comme un jeu dangereux s'était transformé en rencontre hebdomadaire dans un appartement discret du Marais. Inès lui avait dit qu'elle prenait un contraceptif. Elle avait manifestement menti ou avait été négligente. « Combien de personnes sont au courant ?» demanda Olivier. « Pour l'instant, seulement moi, mais je dois transmettre le rapport complet à l'hôpital. C'est le protocole en cas d'incompatibilité sanguine. Quelqu'un d'autre finira par le voir. Combien voulez-vous » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis le docteur Moreau mentionna un chiffre. 50 000 € pour mon silence et pour altérer les dossiers médicaux. « Marché conclu », dit Olivier. « Je vous transfère l'argent cet après-midi, mais écoutez-moi bien, Moreau. Si un seul mot de cela filtre, vous ne perdrez pas seulement votre licence médicale. J'ai des contacts qui peuvent rendre votre vie très difficile. Compris ? Compris, monsieur Leroy. Olivier raccrocha et se regarda dans le miroir.
Il avait un fils, un héritier. Le bébé qui portait le nom de Villeneuve était le sien. L'ironie était délicieuse et terrifiante à la fois. Pendant ce temps, dans le manoir de Neuilly-sur-Seine, Amélie avait été temporairement transférée dans une chambre de service au même étage que la chambre de Gaspard. Étienne avait insisté. Si le bébé n'acceptait que son lait, il devait l'avoir près de lui 24 heures sur 24. Inès avait explosé à cette suggestion. « Tu prétends que cette femme vive à notre étage, dans les chambres familiales ? C'est temporaire, Inès. Juste le temps de trouver une solution. La solution est de trouver un lait artificiel qui fonctionne. Le professeur Duhamel arrive demain. Il va résoudre ça. » Mais au fond, Inès savait qu'aucun lait artificiel ne fonctionnerait. Il y avait quelque chose chez Gaspard, quelque chose qu'elle ne comprenait pas, qui le connectait à Amélie d'une manière inexplicable. Cette nuit-là, alors qu'Amélie nourrissait Gaspard pour la 5e fois de la journée, Étienne entra dans la chambre avec 2 tasses de tisane. « J'ai pensé que tu pourrais en avoir besoin, » dit-il en lui en offrant une. « De la camomille. Ma grand-mère disait que cela aidait à la production de lait. » Amélie accepta la tasse avec un sourire timide. « Merci, monsieur de Villeneuve, c'est très gentil. Appelle-moi Étienne, s'il te plaît. Après tout ce que tu as fait pour mon fils, je crois que nous pouvons nous passer des formalités. » Il s'assit dans le fauteuil en face d'elle. Pour la première fois, Amélie le voyait sans le costume de cadre, sans le masque de l'homme d'affaires puissant. Il portait un jean et une chemise simple. Il avait l'air fatigué, vulnérable, humain. « Comment s'appelait ta fille ?» demanda Étienne doucement. Amélie sentit le nœud familier dans sa gorge. Léa. Léa Dubois est née le 28 août à 3 heures du matin. Elle pesait 900 kilos. Elle avait les cheveux noirs comme moi et les yeux. Je n'ai jamais su de quelle couleur seraient ses yeux. Elle les a fermés avant que je ne puisse bien les voir. Je suis tellement désolé, Amélie. Je n'arrive pas à imaginer cette douleur. C'est comme si une partie de moi était morte avec elle. Les médecins ont dit que son cœur n'était pas bien formé, qu'il n'y avait rien à faire. Mais je l'ai senti bouger en moi pendant 9 mois. J'ai entendu ses battements. J'ai rêvé de son avenir. Et puis, en quelques heures, tout a disparu. Étienne se pencha en avant, appuyant ses coudes sur ses genoux. Le père? Il n'y a pas de père. Enfin, si, il y en a un. Mais il est parti quand je lui ai dit que j'étais enceinte. C'était un serveur au restaurant où je travaillais avant. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père, qu'il était trop jeune. Il avait 26 ans. Amélie rit sans humour. J'en avais 24, et j'étais terrifié. Mais je n'ai pas fui. Tu es très courageuse. Je ne suis pas courageuse. Je fais juste ce que je dois faire pour survivre. Comme venir à Paris, travailler dans des maisons d'autrui, nettoyer les toilettes de gens qui ne me regardent même pas dans les yeux. Moi, je te regarde dans les yeux, dit Étienne. Et c'était vrai. Ses yeux gris l'observaient avec une intensité qui la rendait mal à l'aise et réconfortée à la fois. Gaspard finit de manger et fit un rot discret. Amélie sourit et le berça dans ses bras. Le bébé la regardait avec une adoration absolue, ses petits doigts s'accrochant à son chemisier bleu. « C'est étrange, » murmura Amélie. « Quand je le nourris, j'ai l'impression que Léa est là d'une certaine manière. Comme si à travers Gaspard, elle continuait de vivre un petit peu. » Étienne déglutit. Il y avait quelque chose de profondément émouvant dans cette scène. Cette jeune femme qui avait tout perdu, donnant la vie à son fils avec une générosité qu'elle n'avait aucune obligation d'offrir. « Je te paierai plus, » dit-il soudain, « le triple de ton salaire actuel. Et tu auras une assurance maladie privée, des vacances payées, tout ce dont tu as besoin. Vous n'avez pas à faire cela, monsieur Étienne. Je le fais parce que je veux aider. Je le sais, et c'est précisément pour cela que je veux le faire. Tu es... » Il chercha les mots justes. « Tu es exactement le genre de personne dont Gaspard a besoin dans sa vie. » À cet instant, la porte s'ouvrit brusquement. C'était Inès, vêtue d'un ensemble de sport Lululemon qui coûtait plus que le salaire mensuel d'Amélie. Elle venait de rentrer de son cours privé de pilates. « Quelle scène émouvante !» dit-elle avec sarcasme. Le maître de maison prenant du thé avec l'employé. Quoi d'autre, Étienne? Dîner ensemble? Aller au théâtre peut être. Inès, ne commence pas. Non, Étienne, ne commence pas, toi. C'est déjà assez humiliant que cette femme allaite notre fils. Maintenant, tu dois en plus faire d'elle ta confidente. Amélie se leva, Gaspard endormi contre son épaule. « Excusez-moi, madame. Ce n'était pas mon intention de causer des problèmes. Je vais ramener le bébé à son berceau. » Mais Inès lui bloqua le passage. « Tu sais quoi? J'en ai assez de ça. Assez de te voir dans ma maison, à mon étage, avec mon fils. Demain, le professeur Duhamel vient, et quand il aura trouvé la solution, tu retourneras nettoyer les sols. C'est à ça que tu sers. » « Inès, ça suffit.
Étienne se leva, furieux. Amélie est la raison pour laquelle notre fils est en vie. Montre un peu de gratitude. De la gratitude. Pourquoi? Pour avoir fait quelque chose que j'aurais dû faire? Merci de me rappeler constamment que j'ai échoué en tant que mère. Personne ne dit ça. Ils n'ont pas besoin de le dire. Je le vois dans les yeux de tout le monde, dans les tiens, dans ceux de ta fille Camille, dans ceux des employés. Tout le monde pense que je suis une mère terrible parce que mon fils n'a pas voulu de mon lait. Pour la première fois, Amélie vit quelque chose qui ressemblait à de la vulnérabilité dans les yeux d'Inès. Ce n'était pas seulement de l'arrogance ou de la cruauté. Il y avait de la douleur, de la honte, le genre de blessure qui vient du fait de se sentir inadéquate dans la seule chose qu'une femme est censée faire naturellement. « Madame de Villeneuve », dit Amélie doucement, « personne ne pense ça. Parfois, les bébés sont difficiles. Ma cousine a eu le même problème avec son fils. Ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise mère. » « Je n'ai pas besoin de ta compassion, » cracha Inès. « Et je n'ai certainement pas besoin de tes conseils de maternité. Toi, tu as perdu ton bébé. Moi, j'ai toujours le mien. Nous ne sommes pas pareils. » Les mots tombèrent comme des couteaux. Amélie pâlit, sentant chaque syllabe comme une gifle physique. Étienne resta paralysé par la cruauté absolue de la déclaration. « Sors d'ici, Inès, » dit Étienne d'une voix dangereusement basse. « Maintenant, c'est ma maison, c'est notre maison. Et je ne tolérerai pas que tu parles ainsi à quelqu'un qui n'a fait preuve que de gentillesse. Sors avant que je ne dise quelque chose que je regretterai. » Inès les regarda tous les deux avec une haine pure. Puis son expression changea pour quelque chose de plus calculateur, de plus dangereux. « Très bien, je m'en vais. Mais sachez ceci. Demain, quand le professeur Duhamel viendra, je vais exiger une enquête complète. Je veux des analyses de sang, des tests toxicologiques, des casiers judiciaires. Si cette femme doit être près de mon fils, je vais m'assurer qu'il n'y ait rien d'étrange dans son passé. » « Il n'y a rien d'étrange, » dit Amélie avec dignité. « Vous pouvez enquêter sur ce que vous voulez. »« Oh, je le ferai. Et quand je trouverai quelque chose, car il y a toujours quelque chose avec les gens comme toi, je te ferai sortir de cette maison, et je m'assurerai que tu ne travailles plus jamais dans une résidence décente de Paris. » Talici Sango, even dans l'Ostaliasenta. Elle sortit en claquant la porte si fort que Gaspard se réveilla et se mit à pleurer. Pendant qu'Amélie le calmait en le berçant doucement, Étienne resta figé, fixant la porte fermée. Leur mariage était une façade depuis des années, mais maintenant les fissures se transformaient en gouffres. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Madame Deschanel, la gouvernante, avait entendu toute la conversation. Et cette même nuit, sa nièce publierait un article sur le portail numérique de foi Paris Match. Scandale dans la haute société. L'épouse du magnat Étienne de Villeneuve refuse d'allaiter son fils. Une employée de maison devient la nourrice de l'héritier millionnaire. Dès le lendemain matin, le téléphone d'Étienne n'allait pas arrêter de sonner. Et Olivier Leroy lirait la nouvelle en prenant son petit déjeuner, souriant de satisfaction. Son plan prenait forme. Bientôt, très bientôt, il réclamerait ce qui lui appartenait. Le scandale explosa comme une bombe sur les réseaux sociaux français. À 8 heures du matin, le hashtag bébé millionnaire était déjà en tendance sur Twitter. Les forums de mères débattaient avec véhémence. Certains défendaient Amélie comme une héroïne moderne. D'autres la traitaient de profiteuse, de chasseuse de fortune, l'accusant même d'avoir tout planifié. Étienne découvrit l'article lorsque son assistant personnel, Robert, l'appela à 7h30 du matin. « Monsieur de Villeneuve, nous avons un problème. Un très gros problème. » Sur l'écran de son mobile, Étienne lut le titre. « Une employée de maison allaite le fils du millionnaire Étienne de Villeneuve après le refus de son épouse. Moulka, Moulka. » L'article était accompagné d'une photo floue, clairement prise avec un téléobjectif depuis un point du jardin, où l'on voyait Amélie dans le rocking chair près de la fenêtre, Gaspard dans ses bras. L'acte d'allaiter n'était pas explicite, mais la position et le contexte étaient sans équivoque. « Comment diable ont-ils obtenu ça ?» rugit Étienne. « Les réseaux sont en folie, monsieur. Les médias internationaux reprennent déjà l'histoire. CNN en espagnol, BBC Monde, même le fois New York Times demande des déclarations. » Étienne dévala les escaliers de marbre 4 à 4. Il trouva Inès dans la cuisine gourmet, buvant son jus vert matinal tout en naviguant sur son iPad. Son visage était pâle de fureur. « Tu l'as vu ?» lâcha-t-elle sans même le saluer. « Je viens de l'apprendre. Inès, nous devons gérer cela avec prudence. Une déclaration erronée et... » « Une déclaration erronée, Étienne. Nous sommes la risée de toute la France. Mes amis m'ont déjà envoyé 20 messages. La présidente du club de bienfaisance vient de m'appeler pour offrir son soutien, ce qui est sa façon élégante de demander des potins. » La porte de la cuisine s'ouvrit. Amélie entra avec Gaspard qui venait de se réveiller.
En voyant les expressions sur les visages d'Étienne et d'Inès, elle s'arrêta net. « Il se passe quelque chose ?» Inès laissa échapper un rire hystérique. « S'il se passe quelque chose, tu es célèbre, Amélie. La France entière parle de toi. L'employé qui a sauvé le pauvre bébé riche de la mère vaniteuse et cruelle. »« Quoi ?» Amélie pâlit. Étienne lui montra son téléphone. Amélie lut l'article et sentit ses jambes trembler. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues. « Je ne parlerai jamais à la presse. Vous devez me croire, monsieur de Villeneuve. Je n'ai jamais... »« Je sais, » dit Étienne avec fermeté. « Je sais que ce n'est pas toi. Quelqu'un dans cette maison a parlé. » Comme convoquée par magie noire, Madame Deschanel entra à ce moment-là avec un plateau de toast. Son expression était prudente, coupable. Étienne la regarda droit dans les yeux. « Madame Deschanel, savez-vous quelque chose à ce sujet ?» La femme de 60 ans baissa les yeux. « Je n'ai pas parlé directement à la presse, monsieur de Villeneuve, mais il est possible que j'aie mentionné quelque chose à ma nièce. Elle travaille chez Paris Match, compléta Étienne. Vous travaillez ici depuis 20 ans, Madame Deschanel. 20 ans pendant lesquels cette famille vous a fait confiance, et c'est ainsi que vous nous le rendez. Ce n'était pas avec de mauvaises intentions. J'ai pensé que les gens devaient connaître la vérité sur la façon dont Mademoiselle Dubois a sauvé le bébé. Elle mérite une reconnaissance. » « Reconnaissance ?» cria Inès. « Tu lui as donné une reconnaissance en faisant de nous un spectacle de cirque. As-tu une idée du tort que tu as causé ?» Madame Deschanel commença à pleurer. « Je suis désolé. Je suis sincèrement désolé. Je n'ai pas pensé... » « Tu es renvoyé, » dit Inès froidement. « Ramasse tes affaires et sors de cette maison avant midi. »« Inès, attends, » intervint Étienne. « Madame Deschanel a une famille qui dépend d'elle. Je m'en fiche. Soit elle part, soit je pars. Tu décides. » Étienne serra la mâchoire, regardant Madame Deschanel avec regret. « Je suis désolé, mais vous allez devoir partir. Nous vous paierons 3 mois d'indemnité et une lettre de recommandation. Mais après cela, vous ne pouvez pas rester. » Madame Deschanel hocha la tête en sanglotant et quitta la cuisine. À ce moment-là, la sonnette du manoir retentit. C'était le professeur Albert Duhamel, le pédiatre de la famille royale française, un homme de 60 ans aux cheveux complètement blancs et à la réputation impeccable. Étienne le fit entrer dans le salon principal où Amélie attendait avec Gaspard. « Professeur Duhamel, merci d'être venu si rapidement. »« Bien sûr, Étienne. J'ai entendu parler de la situation plutôt inhabituelle. » Il regarda Amélie avec une curiosité professionnelle, non un jugement. « Vous devez être la jeune femme qui a nourri le petit. »« Oui, docteur. Je m'appelle Amélie Dubois. » Le professeur examina Gaspard avec soin, vérifia ses signes vitaux, son poids, la couleur de sa peau, ses réflexes. Après 20 minutes, il retira son stéthoscope et sourit. « Ce bébé est en excellente santé. Il a pris 200 grammes au cours des 3 derniers jours, ce qui est remarquable étant donné qu'il perdait du poids auparavant. Ses signes vitaux sont parfaits. Alors, pourquoi refuse-t-il tous les laits artificiels ?» demanda Inès. « Il existe des cas documentés de bébés qui développent des préférences très spécifiques. Certains rejettent certains goûts, textures ou même températures. Dans de rares cas, le lien émotionnel avec celui qui les nourrit joue également un rôle important. » Il regarda Amélie. « Il est clair que ce bébé se sent en sécurité avec vous. Mais il doit y avoir un lait artificiel qui fonctionne, » insista Inès. « Nous pouvons essayer. J'ai accès à des formules spécialisées qui ne sont pas disponibles dans le commerce. Cependant, je dois être honnête avec vous. » Il se tourna vers Étienne et Inès. « Si le bébé prospère avec le lait maternel, c'est objectivement la meilleure option nutritionnelle. Aucune formule, aussi avancée soit-elle, ne peut reproduire complètement les anticorps et les nutriments du lait humain. Mais cela ne peut pas continuer indéfiniment, » protesta Inès. « C'est inapproprié. Inapproprié de sauver la vie d'un enfant ?» Le professeur Duhamel la regarda sévèrement. « Madame de Villeneuve, j'ai vu beaucoup de choses en 40 ans de pratique médicale, et je vous assure qu'une femme généreuse, partageant son lait avec un bébé qui en a besoin, est loin d'être la chose la plus inhabituelle. C'est, en fait, l'une des choses les plus belles et les plus humaines dont j'ai été témoin. » Inès pinça les lèvres, mais ne dit rien. « Ma recommandation professionnelle est la suivante. Poursuivez l'arrangement actuel pendant au moins 2 mois supplémentaires. À ce moment-là, Gaspard pourra commencer à consommer des aliments solides et la transition sera plus facile. En attendant, nous essaierons d'introduire progressivement un biberon par jour, très lentement pour qu'il s'habitue. » Étienne hocha la tête. « Merci, professeur. » Après le départ du professeur Duhamel, Inès se tourna vers Étienne, les yeux flamboyants.
2 mois? Il veut que cela continue 2 mois de plus. C'est ce qu'il y a de mieux pour Gaspard. Et qu'en est-il de ce qu'il y a de mieux pour moi? Pour nous? Pour notre réputation? Notre réputation se rétablira. Notre fils n'a pas de rechange. Inès prit son sac Hermès sur la table. Je pars pour Bordeaux. Je vais rester chez mes parents quelques jours. Je ne peux pas rester ici pendant que tout Paris parle de moi comme de la mère qui a abandonné son bébé. Personne ne dit ça. Tout le monde le pense. Et toi? Elle pointa à Amélie qui était restée silencieuse pendant tout l'échange. Tu vas rester ici, dans ma maison, à nourrir mon fils, à prendre ma place. Madame de Villeneuve, je n'ai jamais, commença Amélie. Ne me parle pas. Je ne veux pas entendre ta voix. Inès sortit en claquant la porte si fort que les cadres tremblèrent sur les murs. Étienne s'effondra sur le canapé, se couvrant le visage de ses mains. Gaspard, étranger au drame, dormait paisiblement dans les bras d'Amélie. « Je suis désolé », murmura Étienne. « Je suis désolé que tu doives traverser ça. Rien de tout cela n'est ta faute. Peut-être que je devrais partir, trouver un autre travail. Vous pouvez trouver une nourrice professionnelle, quelqu'un qui… » Non, Étienne leva les yeux. « Ne pars pas. Gaspard a besoin de toi, et moi aussi. J'ai besoin de toi ici. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il l'avait dit, quelque chose qui fit battre le cœur d'Amélie plus vite. Ce n'était pas approprié. Il était son employeur, un homme marié, millionnaire. Elle n'était qu'une employée de maison d'un village perdu d'Auvergne. Mais à cet instant, se regardant dans les yeux avec un bébé endormi entre eux, tous deux sentirent que quelque chose avait changé de manière irrévocable. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'Olivier Leroy était à ce moment précis dans son bureau de l'avenue Montaigne, lisant le même article avec un sourire satisfait. Il appela son avocat personnel, Maître Henry. « J'ai besoin que vous prépariez des documents. Je vais demander un test de paternité. Il est temps qu'Étienne de Villeneuve connaisse la vérité sur son héritier parfait. » Et dans le sous-sol du manoir Villeneuve, Madame Deschanel faisait ses valises, les larmes aux yeux. Avant de partir, elle écrivit une note qu'elle glissa sous la porte de la chambre d'Amélie. « Je suis désolé pour tout, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Madame Inès a des secrets qui expliquent pourquoi elle déteste tant que vous soyez ici. Demandez-lui à propos d'Olivier Leroy. Demandez-lui ce qu'elle faisait à l'hôtel Le Bristol tous les mercredis après-midi, il y a 1 an. » Amélie trouverait cette note 3 heures plus tard, et quand elle le ferait, elle commencerait à comprendre que Gaspard n'était pas seulement un bébé rejeté par sa mère. Il était le secret vivant d'une trahison qui était sur le point de détruire 2 familles. Amélie trouva la note de Madame Deschanel lorsqu'elle retourna dans sa chambre après avoir couché Gaspard pour sa sieste de l'après-midi. Le papier plié était par terre près de la porte. Ses mains tremblèrent en lisant les mots écrits à la hâte. Olivier Leroy, hôtel Le Bristol, mercredi après-midi. Qui était Olivier Leroy? Le nom lui semblait vaguement familier, comme quelque chose qu'elle avait entendu dans les conversations de couloir entre employés. Elle sortit son téléphone portable et fit une recherche Google. La première chose qui apparut fut une photo d'un bel homme en couverture de « Actualité économique ». Olivier Leroy, le requin de l'investissement qui menace l'Empire Villeneuve. L'article datait de 6 mois et parlait de la concurrence féroce entre Rivage du Sud et Villeneuve Investissement pour un contrat de plusieurs millions à Marseille. Amélie continua de chercher. Elle trouva des photos de soirées mondaines. Olivier a des galas de charité. Olivier a des inaugurations d'hôtels de luxe. Et puis elle vit une image qui lui glaça le sang. Olivier Leroy et Inès de Montalembert ensemble lors d'un dîner de la Croix-Rouge il y a 11 mois. Il avait la main dans le bas de son dos. Elle souriait d'une manière qu'Amélie n'avait jamais vu Inès sourire à Étienne. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Un coup à la porte la fit sursauter. C'était Camille, la fille d'Étienne. « Amélie, je peux entrer. Je veux voir mon petit frère. »« Bien sûr, petite, mais il dort. » Camille entra et s'assit sur le bord du lit, regardant vers le berceau où Gaspard se reposait. C'était une enfant mûre pour ses 7 ans, avec ses yeux qui semblaient comprendre trop de choses. « Ma maman est partie, » dit Camille soudain. « Ma vraie maman, je veux dire. Elle est morte quand j'avais 3 ans. Un cancer. » Amélie s'assit à côté d'elle. « Je suis tellement désolée, chérie. Papa a été très triste pendant longtemps. Puis il a rencontré Inès il y a 2 ans. Elle est jolie, mais elle n'est pas affectueuse comme ma maman l'était. Elle ne me prend jamais dans ses bras. Elle ne joue jamais avec moi. Parfois, les adultes expriment l'amour de différentes manières. « Tu crois qu'Inès aime Gaspard ?» demanda Camille avec cette honnêteté enfantine brutale. Amélie ne sut quoi répondre. Avant qu'elle ne puisse le faire, Camille continua. « J'ai entendu Inès parler au téléphone il y a quelques mois.
Elle pleurait. Elle disait qu'elle avait commis une terrible erreur, qu'elle ne savait pas quoi faire, qu'il ne pouvait pas la prendre. Qui ne pouvait pas la prendre? Je ne sais pas, mais je pense qu'elle parlait de papa. Camille la regarda avec des yeux très sérieux. Tu crois qu'Inès a des secrets? Avant qu'Amélie ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. C'était Étienne, le visage décomposé. Amélie, j'ai besoin de te parler. Camille. Va dans ta chambre, s'il te plaît. Mais papa. Maintenant, princesse. Camille sortit en traînant les pieds. Étienne ferma la porte et s'appuya contre elle, comme s'il avait besoin de ce soutien physique pour ne pas s'effondrer. Je viens de recevoir une notification légale. Olivier Leroy demande un test de paternité pour Gaspard. Le monde d'Amélie s'arrêta. Quoi? Il dit qu'il a des preuves qu'il est le père biologique, qu'il a eu une relation avec Inès, que Gaspard est son fils, pas le mien. Étienne glissa le long de la porte jusqu'à s'asseoir par terre, la tête entre les mains. Tu comprends ce que ça veut dire? Si c'est vrai, si Gaspard n'est pas le mien, Amélie s'agenouilla devant lui. Instinctivement, elle prit ses mains. Étienne, respire. Tu as besoin de te calmer. Comment je me calme? Mon épouse m'a trompé avec mon pire ennemi, et l'enfant que je croyais mien. Sa voix se brisa. Gaspard, ce magnifique bébé qui dort là, pourrait ne pas être le mien, même s'il ne l'était pas biologiquement. Tu es son père. Tu étais là. Tu t'es inquiété pour lui quand il était malade. Tu es celui qu'il aime. Étienne leva les yeux. Ses yeux gris étaient pleins de larmes. Comment se fait-il que toi, qui as tant souffert, qui as perdu ta propre fille, tu puisses être si sage et généreuse? Parce que la douleur m'a appris ce qui compte vraiment, et ce n'est pas le sang, c'est l'amour. Ils se regardèrent pendant un long moment. Étienne serra les mains d'Amélie. J'ai appelé Inès. Je lui ai exigé de revenir à Paris immédiatement, qu'elle me donne des explications. Elle a raccroché. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me soumettre au test de paternité. J'ai besoin de savoir la vérité, même si elle me détruit. Il se leva, aidant Amélie à se lever aussi. Mais il y a autre chose que tu dois savoir. Peu importe ce que je découvre, peu importe qui est le père biologique de Gaspard, je ne permettrai pas à Olivier Leroy de me le prendre. Ce bébé reste avec moi. À cet instant, Gaspard se réveilla en pleurant. Amélie s'approcha du berceau et le prit dans ses bras. Le bébé se calma immédiatement en la reconnaissant. Étienne les observa, mère et fils, même s'ils ne l'étaient pas par le sang. Il y avait plus d'amour dans cette image que dans tout ce qu'il avait vu dans son mariage avec Inès. Amélie, il y a quelque chose que je veux te demander, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Bien sûr. Pourquoi le fais-tu? Pourquoi restes-tu ici, supportant les mépris d'Inès, les regards des gens, le scandale? Tu pourrais partir. Trouver du travail dans une autre maison où l'on te traiterait avec respect. Amélie regarda le bébé dans ses bras. Gaspard l'observait avec ses yeux sombres, pleins d'une confiance absolue. Parce que quand je nourris Gaspard, quand je le regarde, je sens que ma fille n'est pas morte en vain. Je sens que sa brève vie a eu un but, me préparer à sauver ce bébé. Et en plus, elle fit une pause, se mordant la lèvre. Vous comptez pour moi, vous comptez beaucoup. Ce n'est pas seulement un travail. C'est Gaspard qui compte pour toi. Ou aussi, Étienne laissa la question en suspens. Mais ses yeux disaient tout. Amélie sentit la chaleur monter à son visage. Monsieur de Villeneuve? Étienne, s'il te plaît, appelle-moi Étienne. Étienne, ce ne serait pas approprié. Tu es mon employeur. Tu es marié. Mon mariage était terminé bien avant ton arrivée. Je n'ai juste pas voulu le voir. Inès et moi n'étions jamais faits l'un pour l'autre. C'était un arrangement commode, qui est devenu de plus en plus inconfortable avec le temps. Malgré cela, la conversation fut interrompue par la sonnette du manoir. Étienne descendit les escaliers et ouvrit la porte. C'était un coursier avec une enveloppe officielle. Monsieur Étienne de Villeneuve. Oui, citation à comparaître. Vous devez vous présenter lundi prochain pour le test de paternité. Voici tous les détails. Étienne prit l'enveloppe d'une main tremblante. Le coursier partit. Quand Étienne ouvrit le document, il trouva autre chose à l'intérieur. Une photographie. C'était Inès et Olivier, s'embrassant passionnément dans ce qui semblait être le hall de l'hôtel Le Bristol. La date indiquait le 15 janvier, exactement 9 mois avant la naissance de Gaspard. Étienne sentit le sol bouger sous ses pieds. Il s'appuya contre le mur pour ne pas tomber. Amélie descendit rapidement les escaliers, Gaspard toujours dans ses bras. Que s'est-il passé? Que dit le document? Étienne lui montra la photographie sans dire un mot. Amélie la regarda et sentit la nausée. « Je suis tellement désolée, murmura-t-elle. Je dois parler à mes avocats. Cela va devenir très moche, Amélie.
Très moche. Il y aura des batailles juridiques, des scandales dans les médias, des enquêtes, et tu vas te retrouver prise au milieu de tout ça si tu restes. Je ne partirai pas, dit Amélie avec fermeté. Gaspard a besoin de moi, et moi aussi. J'ai besoin de toi, de vous deux. Étienne la regarda avec un mélange de gratitude, de douleur, et de quelque chose de plus profond qu'aucun des deux n'était encore prêt à nommer. Alors, prépare-toi, car la tempête ne fait que commencer. Cette nuit-là, pendant que Paris dormait, 3 personnes restèrent éveillées. Étienne dans son bureau, entouré d'avocats, préparant sa défense légale contre Olivier Leroy. Inès dans le manoir de ses parents à Bordeaux, buvant du vin et pleurant, sachant que ses mensonges étaient sur le point d'exploser à son visage. Et Olivier dans son appartement de luxe du 16e arrondissement, regardant une photo de Gaspard qu'il avait trouvée sur Internet, touchant l'écran d'un doigt et murmurant « Bientôt mon fils, bientôt tu seras où tu dois être ». Mais il y avait quelque chose qu'aucun d'eux ne savait, quelque chose qui allait tout changer complètement. Le docteur Moreau, le même qui avait vendu son silence à Olivier pour 50 000 €, avait conservé une copie des analyses de sang, et cette copie révélait quelque chose qu'il n'avait pas dit à Olivier. Quelque chose de crucial. Les analyses indiquaient qu'Olivier était le père de Gaspard, mais elles montraient également autre chose dans la génétique du bébé. Une anomalie sanguine héritée par la lignée maternelle, une maladie rare qui expliquait pourquoi Gaspard rejetait les laits artificiels commerciaux. Et cette même condition était présente dans les analyses de sang d'Amélie que l'hôpital avait archivées lorsqu'elle avait donné naissance à Léa. C'était une condition qui se présentait chez moins de 0,01% de la population française. La même condition chez Gaspard et chez Amélie, ce qui était statistiquement impossible, à moins qu'il n'y ait un lien familial direct entre eux. Le docteur Moreau rangea cette information dans son coffre-fort. Un jour, pensa-t-il, cela vaudrait beaucoup plus que les 50 000 € qu'Olivier lui avait payés. Mais il ne savait pas que ce jour arriverait beaucoup plus tôt qu'il ne l'imaginait. Le lundi arriva trop vite. Étienne, Inès et Olivier se présentèrent au laboratoire clinique spécialisé de la rue de Vaugirard, accompagnés de leurs avocats respectifs. La tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Amélie était restée au manoir avec Gaspard et Camille. La fillette n'était pas allée à l'école cette semaine. Étienne avait jugé préférable de la tenir éloignée des éventuels commentaires cruels des autres enfants qui avaient sans doute entendu leurs parents parler du scandale. « Papa » demanda Camille en regardant Amélie préparer le déjeuner dans l'immense cuisine. « Bien sûr que oui. Mais si Gaspard s'avère ne pas être mon vrai frère, ils vont l'emmener ?» Amélie s'agenouilla devant la fillette, prenant ses petites mains entre les siennes. « Écoute-moi bien, Camille. Ton papa aime Gaspard de tout son cœur. Peu importe ce que disent les papiers. Ce bébé est ton frère, et ton papa fera tout son possible pour que vous restiez ensemble. Et toi aussi, tu vas rester ?» C'était une question simple, innocente, mais chargée d'un tel poids qu'Amélie sentit les larmes lui piquer les yeux. « Tant que vous aurez besoin de moi, je serai là. » Camille la serra fort dans ses bras. « Nous avons beaucoup besoin de toi. Tu es la seule personne qui donne à cette maison l'impression d'être un foyer. » Au laboratoire, les choses étaient beaucoup moins émotionnelles. Inès était arrivée avec 30 minutes de retard, portant des lunettes de soleil noires et un manteau de vison, bien qu'il fasse relativement chaud en octobre à Paris. « Vous êtes en retard », dit Étienne d'une voix glaciale lorsqu'elle apparut finalement. « La circulation depuis Bordeaux était horrible. Tu aurais pu revenir hier soir comme je te l'ai demandé. Je n'avais pas envie de te voir. » Olivier observait l'échange avec une satisfaction à peine dissimulée. Il portait un costume Armani gris foncé qui avait coûté plus de 5 000 €. Son avocat, un homme chauve nommé Maître Henri, connu pour gagner des affaires impossibles en utilisant des méthodes discutables, lui murmurait quelque chose à l'oreille. « Bonjour à tous », dit le médecin responsable, un généticien nommé Dr François Gauthier. « Nous allons procéder au prélèvement sanguin. Le processus est simple et indolore. Les résultats seront prêts dans 72 heures. »« Ne pouvez-vous pas accélérer ?» demanda Olivier. « Je paierai ce qu'il faut. Les processus scientifiques ne peuvent pas être accélérés, monsieur Leroy. La précision est plus importante que la rapidité. » Un par un, on leur prit des échantillons de sang. Étienne fut le premier, le visage impassible, mais les phalanges blanches de serrer les poings. Inès vint ensuite, évitant de regarder qui que ce soit dans les yeux. Olivier fut le dernier, souriant avec assurance. « Nous avons également besoin d'un échantillon du bébé », indiqua le docteur Gauthier. « Est-ce absolument nécessaire ?» demanda Étienne. « C'est un nouveau-né. »« J'ai bien peur que oui, mais nous utiliserons une aiguille très fine. Ce sera rapide. » Étienne appela Amélie. « Peux-tu amener Gaspard au laboratoire
Ils ont besoin d'un échantillon de sang. 30 minutes plus tard, Amélie arriva avec le bébé. En entrant dans la salle d'attente du laboratoire, la tension était palpable. Inès la regarda avec dédain. Olivier, cependant, l'observa avec curiosité. « Alors, vous êtes la célèbre nourrice, » dit Olivier, se levant et s'approchant. « J'ai beaucoup lu sur vous dans les nouvelles. »« Monsieur Leroy, » dit Amélie poliment, mais avec froideur. « Ce bébé a l'air en bonne santé. Vous avez fait du bon travail. » Il tendit la main pour toucher Gaspard, mais Amélie recula instinctivement. « Je préférerais que vous ne le touchiez pas. » Le sourire d'Olivier se figea. « Ce bébé pourrait être légalement le mien dans quelques jours. Je vous suggère de changer d'attitude. »« Ce bébé, » intervint Étienne en se plaçant entre Olivier et Amélie, « est le mien jusqu'à ce qu'un document légal dise le contraire. Et je vous serai reconnaissant de rester éloigné de lui et des personnes qui s'en occupent. Toujours aussi territorial, Étienne, même avec des choses qui ne t'appartiennent pas. » Les deux hommes se regardèrent avec une haine pure. Maître Henry dut intervenir en posant une main sur l'épaule d'Olivier. « Messieurs, nous sommes dans un lieu professionnel. Gardons notre calme. » Le docteur Gauthier entra à ce moment-là. « Mademoiselle, veuillez entrer avec le bébé, s'il vous plaît. » Amélie entra dans la salle de prélèvement. Le docteur Gauthier fut étonnamment doux, distrayant Gaspard avec un jouet coloré tout en prélevant un petit échantillon de sang de son talon. Le bébé pleura brièvement, mais se calma lorsqu'Amélie le berça contre sa poitrine. « Prêt, » dit le docteur. « Vous pouvez partir. Nous vous appellerons jeudi avec les résultats. » Alors qu'Amélie sortait avec Gaspard, elle entendit des voix fortes. Étienne et Inès se disputaient dans un coin de la salle d'attente. « Comment as-tu pu me faire ça ?» La voix d'Étienne tremblait d'une rage contenue. « Combien de temps cela a-t-il duré? Combien de fois dans notre lit ?»« Jamais dans notre lit, » répondit Inès d'une voix fatiguée. « Toujours au Bristol. Les mercredis. Les mercredis. Je pensais que tu étais à ton cours de pilates. »« Je ne suis pas allé au pilates depuis 2 ans, Étienne. J'aurais pensé que tu l'aurais remarqué. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça ?» Inès retira finalement ses lunettes de soleil. Ses yeux étaient rouges, gonflés de larmes. « Parce que tu n'étais jamais vraiment avec moi. Tu étais toujours en train de travailler, ou avec Camille, ou de penser à ta défunte épouse. Je n'étais qu'un accessoire, l'épouse trophée pour tes événements d'affaires. Ce n'est pas vrai. Non? Quand m'as-tu demandé pour la dernière fois comment j'allais? Ce que je ressentais, ce que je voulais dans la vie? Pour toi, il était seulement important que j'aie bonne allure sur les photos et que j'organise les dîners parfaits. Alors, la solution était de coucher avec mon concurrent, de tomber enceinte de lui? Je n'ai pas prévu de tomber enceinte, c'était un accident. Et quand je l'ai découvert, il était déjà trop tard pour... Elle s'arrêta. Pourquoi? Te débarrasser de la grossesse? Étienne la regarda avec horreur. Tu y as songé? Bien sûr que j'y ai songé. Mais ensuite, tu étais tellement excité par l'idée d'un héritier. Tous les investisseurs posaient des questions sur ma grossesse. Et Olivier a dit qu'il valait mieux garder le secret, que personne ne devait savoir. Il le savait depuis le début? Bien sûr qu'il le savait. C'est son fils. Les mots tombèrent comme des bombes. Amélie, qui avait écouté sans le vouloir depuis le couloir, sentit son cœur se serrer. Elle regarda Gaspard, si innocent, si étranger au chaos que sa seule existence avait causé. Olivier apparut alors, son sourire arrogant intact. « Inès, chérie, tu ne devrais pas révéler tous nos secrets tout de suite. Il y a beaucoup à négocier. » « Négocier ?» Étienne avança vers Olivier, mais son avocat le retint. « Monsieur de Villeneuve, tout acte de violence nuirait à votre position légale. And, in date for, Iesulender, and in day to ça. » Étienne respirait difficilement, essayant de se contrôler. « Si les résultats confirment que tu es le père, je vais te détruire, Olivier, toi et ton entreprise. J'utiliserai chaque contact, chaque ressource, chaque euro que j'ai. Vas-y. Mais rappelle-toi que le juge évaluera qui est le plus apte à élever l'enfant. Un homme stable, qui réussit, sans scandale public, ou un cocu humilié qui fait la une de tous les journaux en tant que mari trompé. » Olivier s'approcha dangereusement. « De plus, j'ai quelque chose que tu n'as pas. »« Quoi ?»« L'amour de la mère de l'enfant. Inès viendra avec moi quand j'obtiendrai la garde. Nous serons une famille complète. Tu resteras seul, Étienne, comme tu l'as toujours été. » Inès ne contredit pas les paroles d'Olivier, et ce silence fut plus douloureux que toute admission verbale. Étienne se retourna et partit sans dire un mot de plus. Amélie le suivit rapidement, Gaspard dans les bras. Elle le rattrapa sur le parking. Étienne était appuyé contre sa Mercedes, les mains couvrant son visage. Il sanglotait. Cet homme puissant, ce magnat des affaires, pleurait comme un enfant. Amélie s'approcha, ne dit rien,
se tenant juste à côté de lui avec Gaspard entre eux, offrant sa présence silencieuse. Après plusieurs minutes, Étienne leva les yeux. « Tu as tout entendu ?»« Oui. Alors tu sais que je vais probablement perdre. Olivier a raison. Si Inès témoigne en sa faveur, s'il présente des preuves qu'ils forment un couple stable, alors tu te battras, tu n'abandonnes pas sans combattre. Pourquoi ? Pourquoi devrais-je me battre pour un fils qui n'est même pas le mien biologiquement ?» Amélie lui posa une main sur le bras. « Parce que l'amour n'est pas dans l'ADN, Étienne. Il est dans les nuits blanches, dans les inquiétudes, dans le fait de vouloir ce qu'il y a de mieux pour lui, quel qu'en soit le coût personnel. Tu es son père de toutes les manières qui comptent. » Étienne la regarda. Il la regarda vraiment. Il vit une jeune femme qui avait tout perdu et qui trouvait encore des moyens de donner de l'amour. Il vit la force et la bonté. Il vit tout ce qu'Inès n'avait jamais été. Comment est-il possible qu'au milieu de tout cet enfer, tu sois la seule bonne chose qui me soit arrivée ? Amélie sentit la chaleur sur ses joues. Étienne, je sais que c'est inapproprié. Je sais que le moment est terrible. Mais j'ai besoin que tu saches que tu as changé quelque chose en moi, dans cette maison, en tout. Avant qu'Amélie ne puisse répondre, le téléphone d'Étienne sonna. C'était son avocat principal, Robert. « Étienne, nous avons un problème plus grave. Olivier vient de déposer une requête d'urgence. Il veut la garde temporaire de Gaspard immédiatement. Il allègue que tant que tu es émotionnellement instable et que le bébé dépend d'une employée pour se nourrir, il peut lui fournir un environnement plus stable. Il peut faire ça. Il l'a déjà fait. Nous avons une audience au tribunal demain à 10h du matin. Tu dois te préparer. » Étienne raccrocha et regarda Amélie avec désespoir. « Ils vont essayer de me l'enlever demain. » Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que le docteur Moreau était à ce moment précis en train de regarder les analyses de sang de Gaspard sur son ordinateur et qu'il avait trouvé l'anomalie, la connexion génétique entre Gaspard et Amélie. Il prit le téléphone et composa un numéro. Il était temps d'augmenter le prix de son silence. Cette information valait beaucoup plus que les 50 000 € qu'Olivier lui avait payés. Cette information valait des millions et était sur le point de changer le destin de toutes les personnes impliquées. La salle du tribunal de première instance numéro 12 de Paris était bondée. Journalistes, curieux et avocats remplissaient chaque coin disponible. L'affaire Villeneuve-les-Rois était devenue le scandale de l'année, et tout le monde voulait assister au drame en première ligne. Étienne entra, vêtu de son meilleur costume Sifonelli, mais les cernes sous ses yeux gris trahissaient qu'il n'avait pas dormi depuis des jours. Son équipe légale l'entourait, Robert et 2 autres avocats spécialisés en droit de la famille. Olivier arriva quelques minutes plus tard, souriant avec cette confiance irritante, accompagné de maître Henri et d'Inès. Elle portait un tailleur pantalon couleur crème de Chanel, les cheveux parfaitement coiffés, un maquillage impeccable. Elle ressemblait plus à un mannequin sur un podium qu'à une mère en pleine dispute pour la garde de son fils. Amélie était assise sur les bancs du public, Gaspard endormi sur ses genoux. Camille était au manoir avec une nounou temporaire. Étienne avait insisté pour qu'Amélie amène le bébé. La juge a besoin de voir que Gaspard est en bonne santé, bien soigné. Et tu en es la raison. La juge Carole Lebrun entra dans la salle. C'était une femme d'une 50aine d'années, à l'expression sérieuse et réputée pour être implacable, mais juste. Elle avait géré certaines des affaires de garde les plus compliquées de France. « Bonjour. Il s'agit d'une procédure extraordinaire demandée par M. Olivier Les-Rois pour déterminer la garde temporaire du mineur Gaspard de Villeneuve-Montalembert en attendant la résolution définitive de la paternité. Maître Henri, vous pouvez commencer. » Maître Henri se leva, ajustant sa cravate italienne. « Votre honneur, mon client recherche le meilleur intérêt du mineur. Les faits sont clairs. Monsieur Étienne de Villeneuve traverse une grave crise émotionnelle due à la découverte de l'infidélité de son épouse. Son état mental est instable. De plus, le bébé dépend entièrement d'une employée de maison pour son alimentation, ce qui crée une situation de dépendance malsaine. Avez-vous des preuves de l'état mental prétendument instable de Monsieur de Villeneuve ? Demanda la juge. Des témoignages d'employés qui l'ont vu pleurer, crier, se comporter de manière erratique. De plus, votre honneur, le mineur est allaité par une femme qui n'est pas sa mère, une employée. Cela soulève de sérieuses préoccupations concernant les limites appropriées et le professionnalisme. Robert se leva. Objection. Mademoiselle Amélie Dubois a sauvé la vie du bébé quand aucun médecin ne trouvait de solution. Ce n'est pas une employée ordinaire. C'est la raison pour laquelle cet enfant est en vie aujourd'hui. Entendu, dit la juge Lebrun. Maître Henri, que propose votre client comme alternative ? Monsieur Les-Rois et Madame de Montalembert sont prêts à fournir un foyer stable aux mineurs.
Une nourrice professionnelle a déjà été embauchée. Le bébé recevrait l'attention de ses deux parents biologiques dans un environnement familial approprié. La juge regarda Inès. « Madame de Montalembert, confirmez-vous que vous souhaitez emménager avec Monsieur Leroy et emmener votre fils avec vous ?» Inès se leva. Sa voix semblait répétée, mécanique. « Oui, votre honneur. J'ai commis des erreurs dans mon mariage, mais ma priorité a toujours été le bien-être de Gaspard. Olivier et son père biologique et ensemble, nous pouvons lui donner une famille complète. Et sa fille Camille, la fille de Monsieur de Villeneuve issue de son premier mariage, comment cela affecterait-il sa relation avec son frère ?» Inès hésita. De toute évidence, elle n'avait pas envisagé cette question. « Eh bien, Camille n'est pas ma fille biologique. Elle resterait avec Étienne, je suppose. » Un murmure parcourut la salle. Même la juge Lebrun fronça les sourcils devant la froideur de la réponse. Étienne serra les poings sous la table. Robert profita de l'occasion. « Votre honneur, cela démontre précisément notre point. Madame de Montalembert est prête à séparer deux frères, à arracher le bébé au seul foyer qu'il ait connu, à sa sœur qu'il adore. Est-ce cela agir dans l'intérêt supérieur du mineur ? Maître, présentez votre cas, ordonna la juge, avec plaisir. Votre honneur, Monsieur de Villeneuve a été le père de Gaspard depuis le moment de sa naissance. Il était présent à chaque visite médicale, à chaque nuit d'insomnie, à chaque moment critique où le bébé était malade. La biologie ne définit pas la paternité, l'amour le fait. Et la dépendance du bébé envers l'employée de maison mademoiselle Amélie Dubois? Robert fit un signe vers l'endroit où se trouvait Amélie. C'est une femme de 24 ans qui a perdu son propre bébé il y a 2 mois. Lorsque Gaspard était littéralement en train de mourir de faim, elle a offert son lait maternel sans rien attendre en retour. Elle a été médicalement examinée, elle est en parfaite santé, et le bébé prospère sous ses soins. La juge regarda Amélie. « Mademoiselle Dubois, pouvez-vous vous approcher avec le bébé, s'il vous plaît ?» Amélie sentit ses jambes trembler en marchant vers l'estrade. Gaspard se réveilla dans ses bras, regardant autour de lui avec curiosité. « Mademoiselle Dubois, est-il vrai que vous allaitez ce bébé ?»« Oui, votre honneur. »« Pourquoi le faites-vous ? Qu'est-ce que cela vous apporte ?» Amélie regarda Gaspard, puis la juge. « Je n'obtiens rien de matériel, votre honneur. Je le fais parce que quand ma fille est morte, j'ai senti qu'une partie de moi mourait avec elle. Quand j'ai eu l'opportunité de sauver Gaspard, j'ai senti que ma fille n'était pas morte en vain, que sa brève vie avait un but. » Il y eut un silence dans la salle. Même certains journalistes avaient les larmes aux yeux. « Avez-vous un attachement émotionnel envers le bébé ?»« Oui, votre honneur, beaucoup. Et envers Monsieur de Villeneuve ?» La question tomba comme une bombe. Amélie sentit la chaleur monter à son visage. « Je respecte beaucoup Monsieur de Villeneuve. C'est un homme bon et un père aimant. Cela ne répond pas à ma question, mademoiselle Dubois. »« Prosa. Ali Esten. Dali Esten. Dali Esten. » Avant qu'Amélie ne puisse répondre, la porte de la salle s'ouvrit brusquement. Un homme d'une 40aine d'années, vêtu d'une blouse de médecin, entra précipitamment. « Excusez-moi, votre honneur. Mon nom est Dr Moreau. J'ai des informations cruciales sur cette affaire qui doivent être entendues immédiatement. » La juge Lebrun fronça les sourcils. « Dr Moreau, c'est très irrégulier. Qui vous a permis d'interrompre cette procédure ? » « Personne, votre honneur. Mais ce que j'ai à dire va complètement changer cette affaire. J'ai la preuve d'un lien génétique entre le bébé et mademoiselle Amélie Dubois. » Le chaos éclata dans la salle. Les journalistes hurlaient des questions. Étienne se leva. Olivier pâlit. Inès resta paralysée. « Ordre !» La juge frappa le marteau. « Docteur Moreau, approchez-vous. Et cela a intérêt à être légitime, sinon je vous accuserai d'outrage. » Le docteur Moreau marcha vers l'estrade, sortant plusieurs documents d'une enveloppe. « Votre honneur, j'ai effectué des analyses de sang sur le bébé Gaspard il y a 2 semaines. Pendant la procédure standard, j'ai découvert une anomalie sanguine rare, une condition appelée phénotype Bombay qui affecte moins de 0,01% de la population. Et quel est le rapport avec mademoiselle Dubois? J'ai consulté les archives de l'hôpital Robert Debré où mademoiselle Dubois a accouché il y a 2 mois. Ces analyses montrent la même anomalie. La probabilité statistique que 2 personnes non apparentées présentent cette condition et se retrouvent dans cette situation exacte est d'environ 1 sur 10 millions. Amélie sentit le monde tourner. « Qu'est-ce que vous dites ?»« Je dis que vous et le bébé Gaspard partagez un marqueur génétique extrêmement rare, ce qui suggère une relation familiale directe. »« C'est impossible !» cria Olivier. « Je suis le père de l'enfant. Les analyses le confirmeront. Vous êtes peu, être le père biologique, monsieur Leroy. Mais il est prouvé que mademoiselle Dubois pourrait être liée au bébé par la lignée maternelle.
Inès se leva, tremblante. C'est ridicule. Je suis la mère. J'ai donné naissance à Gaspard. Il y a des dossiers hospitaliers, des témoins. À moins que... Le docteur Moreau fit une pause dramatique. À moins qu'il n'y ait eu un échange de bébés. Le silence qui s'ensuivit fut absolu. Personne ne respirait. Personne ne bougeait. Quoi? Murmura Amélie. Mademoiselle Dubois, où avez-vous accouché? À l'hôpital Robert Debré, 3e étage, salle de maternité. Quel jour? Le 28 août. Le docteur Moreau regarda Inès. Et vous, madame de Montalembert? Inès était pâle comme un fantôme. Le 28 août, hôpital Robert Debré, 3e étage. Le même jour, le même hôpital, le même étage. Le docteur Moreau laissa l'information s'installer. Il y a eu un chaos de nuit cette nuit-là. Une nouvelle infirmière, 2 bébés nés à quelques minutes d'intervalle, et maintenant 2 bébés avec des liens inexplicables. Étienne s'approcha lentement d'Amélie. « Es-tu en train de dire que... »« Je suis en train de dire, » termina Amélie, les larmes coulant sur ses joues, « que peut-être il y a eu une confusion, que le bébé qui est mort n'était pas la fille de mademoiselle Dubois, et que Gaspard est mon fils. Gaspard est mon fils biologique. » La salle explosa dans un chaos total. La juge Lebrun frappait le marteau inutilement, essayant de rétablir l'ordre. Olivier regardait le docteur Moreau avec une haine pure. « Combien t'a-t-on payé pour dire ça? C'est Villeneuve, n'est-ce pas? Combien? Personne ne m'a payé pour dire la vérité, bien que vous m'ayez payé 50 000 € pour la cacher. » Le docteur Moreau regarda Olivier droit dans les yeux. « Oui, votre honneur. Monsieur Leroy m'a soudoyé pour altérer des dossiers médicaux. J'ai les transferts bancaires comme preuve. » La juge Lebrun se leva. « Cette audience est suspendue. Docteur Moreau restera en garde à vue pendant que nous vérifions vos affirmations. Monsieur Leroy, ne quittez pas Paris, et que quelqu'un obtienne une ordonnance pour exhumer le corps du bébé décédé. Nous avons besoin de preuves ADN définitives. » Amélie s'effondra sur une chaise, serrant Gaspard contre sa poitrine. Le bébé, étranger à tout le drame, la regardait avec ses petits yeux sombres pleins d'amour. « Mon bébé, » sanglota Amélie. « Maléa n'est pas morte. Mon bébé est vivant. » Étienne s'agenouilla devant elle, prenant ses mains. « Amélie, si c'est vrai, si Gaspard est vraiment ton fils, alors tout a un sens. »« Oui, » murmura-t-elle. « C'est pour ça qu'il m'a accepté. C'est pour ça qu'il rejetait tout le reste. Ce n'était pas seulement le lait, c'était le lien. Mère et fils savent toujours. » Inès observait la scène de loin avec une expression indéchiffrable. Olivier était sorti de la salle enragé, suivi de son avocat. Et à ce moment-là, tandis qu'Amélie pleurait en serrant le bébé qu'elle pensait avoir perdu, tandis qu'Étienne réalisait qu'il pourrait perdre l'enfant qu'il aimait, et tandis qu'Inès comprenait que toute sa vie était un mensonge, personne ne remarqua la femme âgée, assise au dernier rang. C'était l'infirmière qui était de garde cette nuit du 28 août, celle qui avait confondu les bracelets d'identification de 2 bébés parce qu'elle était fatiguée, parce qu'elle était nouvelle, parce que la vie commet parfois des erreurs cruelles. Elle avait vécu avec cette culpabilité pendant 2 mois. Elle avait vu les nouvelles. Elle avait reconnu Amélie, et maintenant, enfin, la vérité éclatait au grand jour. Elle se leva silencieusement et sortit de la salle. Dehors, elle respira l'air frais d'octobre et pleura, car certaines vérités, bien que nécessaires, détruisent des mondes entiers. Les 3 jours suivants furent un enfer pour toutes les personnes impliquées. Les médias devinrent complètement fous. Le hashtag « échange de bébés » était en tendance mondiale. Les émissions de télévision débattaient de l'affaire pendant des heures. Experts juridiques, psychologues pour enfants et militants des droits de la famille donnaient leur avis sans cesse. Amélie s'enferma dans le manoir Villeneuve, refusant de parler aux journalistes. Étienne avait engagé une sécurité supplémentaire après que 3 équipes de télévision aient tenté de pénétrer dans la propriété sans permission. L'exhumation du corps du bébé décédé eut lieu le mardi matin. Amélie ne put être présente. L'idée de voir le cercueil ouvert, d'affronter physiquement la possibilité que ce ne soit pas sa fille, était trop forte. Étienne resta avec elle toute cette journée, assis dans le jardin, regardant Gaspard dormir dans sa poussette sans beaucoup parler, se contentant d'exister dans cet espace partagé d'incertitude. « Que se passera-t-il si c'est vrai ?» demanda Amélie finalement. « Si Gaspard est vraiment mon fils biologiquement, cela signifie qu'Olivier a des droits sur lui. » Étienne pensait exactement la même chose. « Je ne sais pas. Légalement, c'est extrêmement compliqué. Tu serais la mère biologique. Olivier, le père biologique, le père légal jusqu'à présent, et Inès. Inès a donné naissance à un autre bébé qui est mort. Pauvre femme, murmura Amélie. Malgré tout ce qu'elle m'a fait, je ne peux pas imaginer sa douleur maintenant.
Elle a porté un bébé pendant 9 mois. Elle a accouché, et ce bébé est mort. Et elle ne l'a jamais su. Inès n'est pas sortie de sa chambre à l'hôtel où elle séjourne. Sa mère a appelé. Elle dit qu'elle est sous sédatif et sous surveillance psychiatrique. Camille apparut dans le jardin avec son uniforme scolaire. On l'avait renvoyée à l'école pour maintenir une certaine normalité. « Papa, les enfants à l'école disent des choses méchantes. » Étienne la serra dans ses bras. « Quel genre de choses, princesse? Que Inès est méchante. Qu'Amélie t'a volé le bébé. Que nous sommes bizarres. » Les larmes coulaient sur ses joues. « Gaspard va rester avec nous, n'est-ce pas? Je ne sais pas, chérie, mais je vais faire tout mon possible pour que ce soit le cas. » Camille se détacha de son père et marcha vers Amélie. Elle lui prit la main. « Si Gaspard est vraiment ton bébé, je suis contente, parce que ça veut dire que ton bébé n'est pas mort, et tu es gentille. Tu seras une mère incroyable. » Amélie se mit à pleurer en serrant la fillette dans ses bras. « Merci Camille, ça signifie beaucoup pour moi. » Le jeudi matin, tout le monde fut à nouveau convoqué au tribunal. Les résultats de l'ADN étaient prêts. La salle était encore plus bondée que la fois précédente. La juge Lebrun entra avec une expression sévère, portant une enveloppe scellée. Cette affaire a attiré l'attention nationale et internationale. Je tiens à préciser que ce tribunal prend ses décisions uniquement sur la base des preuves et dans l'intérêt supérieur du mineur. Les gros titres et l'opinion publique ne m'importent pas. Elle ouvrit l'enveloppe, lut en silence pendant plusieurs secondes qui semblèrent éternelles. Les résultats ADN sont concluants. Le bébé qui est décédé le 28 août n'était pas la fille biologique d'Amélie Dubois. C'était la fille biologique d'Inès de Montalembert et d'Olivier Leroy. Inès laissa échapper un gémissement de douleur. Sa mère, assise à côté d'elle, la serra dans ses bras alors qu'elle sanglotait. Le bébé connu sous le nom de Gaspard de Villeneuve-Montalembert est le fils biologique d'Amélie Dubois et d'un homme nommé Jérôme Fournier, le père qui a abandonné Mademoiselle Dubois pendant sa grossesse. Le silence fut absolu. Amélie sentit qu'elle ne pouvait plus respirer. « Attendez, dit Olivier en se levant. Vous dites que le bébé n'est pas le mien? Correct, monsieur Leroy. Vous êtes le père du bébé décédé. Pas du bébé qui a survécu. » Olivier s'effondra sur sa chaise, pâle. Tout son plan, toute sa stratégie s'effondrait en quelques secondes. L'infirmière responsable de l'échange, Claire Vidal, a présenté une déclaration complète, admettant son erreur. Cette nuit-là, il y a eu 2 naissances presque simultanées, 2 bébés garçons. Au milieu de la confusion et de son inexpérience, elle a placé les mauvais bracelets d'identification. La juge regarda Amélie. « Mademoiselle Dubois, légalement, vous êtes la mère biologique de Gaspard. Cependant, Monsieur de Villeneuve a été le père légal pendant ces 2 mois, et le père biologique, Monsieur Jérôme Fournier, n'a apparemment aucun intérêt à exercer ses droits parentaux. Je ne sais même pas où il est, dit Amélie d'une voix tremblante. Il est parti quand je lui ai dit que j'étais enceinte. Il n'a pas essayé de me contacter. Dans ce cas, nous avons une situation unique. Une mère biologique qui pensait que son fils était mort, un père légal qui a aimé ce bébé en le croyant sien, et aucun père biologique présent. Robert se leva. « Votre honneur, mon client demande à maintenir la garde légale du mineur. Il a été le seul père que Gaspard ait connu. » « Objection, dit l'avocat qui représentait maintenant Amélie, un homme nommé maître Antoine Laurent, qu'Étienne avait engagé pour elle. « Ma cliente est la mère biologique. Elle a un droit primordial sur son fils. » La juge Lebrun retira ses lunettes. « C'est l'une des affaires les plus complexes que j'ai vues en 30 ans de carrière. Mademoiselle Dubois, Monsieur de Villeneuve, approchez-vous, s'il vous plaît. » Tous deux se levèrent et marchèrent vers l'estrade. Gaspard était avec une nounou dans la salle d'attente attenante. « Mademoiselle Dubois, que voulez-vous faire ?» Amélie regarda Étienne. Elle vit la terreur dans ses yeux gris, la peur de perdre l'enfant qu'il avait chéri depuis la première seconde de sa vie. Puis elle pensa à sa propre perte, aux 2 mois qu'elle avait passé à croire que Léa était morte. « Je veux mon fils. Bien sûr que je le veux, mais... » Sa voix se brisa. « Mais Monsieur de Villeneuve l'aime. Il a pris soin de lui. Et moi, je n'aurai aucune des ressources qu'il a. Je vis dans un minuscule appartement. Je nettoie des maisons. Je ne peux pas lui offrir la vie qu'Étienne peut lui offrir. L'argent n'est pas la seule chose qui compte dans l'éducation d'un enfant, mademoiselle Dubois. Je sais. Mais Étienne est un homme bon, un père aimant, et Gaspard a une sœur qu'il adore. Comment puis-je les séparer ?» Étienne prit impulsivement la main d'Amélie. « Il y a une autre option. Votre honneur. » « Laquelle ?»« La garde partagée. Amélie pourrait emménager au manoir, non pas comme employée, mais comme la mère de Gaspard. Elle et moi élèverions l'enfant ensemble. Il aurait ses 2 parents, sa sœur, la stabilité.
Monsieur de Villeneuve, vous êtes toujours légalement marié à Madame de Montalembert. Je vais demander le divorce cette semaine même pour infidélité et tromperie. La juge regarda Inès. Madame de Montalembert. Inès se leva lentement. Elle avait les yeux vides, comme si quelque chose en elle s'était brisé de manière permanente. Je ne me battrai pas. Mon bébé est mort. L'enfant que je croyais mien ne l'est pas. Je n'ai plus rien à défendre. Olivier tenta de s'approcher d'elle, mais Inès le rejeta. Ne me touche pas. Tu savais qu'il pouvait y avoir une confusion. Les médecins te l'ont dit quand ils ont vu l'anomalie sanguine, mais il t'était plus avantageux que Gaspard soit le fils d'Étienne. Plus de scandale, plus de tort à son entreprise. Inès, mon bébé est mort à cause de toi. Si je n'avais pas été stressé à cacher la liaison, si j'avais eu de meilleurs soins prénataux, peut-être que mon enfant aurait survécu. Inès se tourna vers la juge. Approuvez ce qui est le mieux pour Gaspard. Je pars pour Bordeaux. Je ne veux rien savoir de vous tous. Elle sortit de la salle, escortée par sa mère. Olivier la suivit du regard et pour la première fois, il parut vulnérable. Il avait tout perdu. Son fils était mort. La femme qu'il aimait le haïssait. Sa réputation était détruite par le pot de vin, au docteur Moreau. La juge Lebrun médita pendant plusieurs minutes. Ceci est ma décision temporaire, sujette à révision dans 6 mois. Amélie Dubois récupère tous les droits maternels sur le mineur. Étienne de Villeneuve maintiendra la garde légale partagée pour les 6 prochains mois, pendant qu'une dynamique familiale appropriée est établie. Mademoiselle Dubois, acceptez-vous d'emménager à la résidence de Monsieur de Villeneuve pour faciliter l'éducation conjointe? Amélie regarda Étienne. Il hocha la tête, lui serrant la main. Oui, votre honneur, j'accepte. Qu'il en soit ainsi. La séance est levée. Le marteau tomba et avec ce son, tout changea. Amélie retrouvait son fils. Étienne gardait l'enfant qu'il aimait. Et ensemble, d'une manière ou d'une autre, ils devraient trouver le moyen de devenir une famille. Lorsqu'ils sortirent du tribunal, les journalistes les encerclèrent. Les caméras clignotaient. Les questions fusaient de toutes parts. Mademoiselle Dubois, comment vous sentez-vous de retrouver votre fils? Monsieur de Villeneuve, allez-vous divorcer d'Inès? Est-il vrai que vous vivez ensemble? Étienne entoura Amélie de son bras protecteur, la guidant vers la voiture. Robert et le reste de l'équipe de sécurité bloquèrent les journalistes. Une fois à l'intérieur de la Mercedes, les vitres teintées les protégeant des regards curieux, Amélie se permit enfin de pleurer. Elle pleura les 2 mois perdus, la douleur inutile, le bébé d'Inès qui était mort sans que personne ne le sache. « Je vais rattraper ce temps », jura-t-elle. « Chaque seconde que j'ai perdue avec Gaspard, je vais la rattraper. » Étienne la serra dans ses bras. « Nous le ferons ensemble, je te le promets. » Et tandis que la voiture s'éloignait du tribunal vers le manoir de Neuilly-sur-Seine, vers le bébé qui les attendait, vers une vie qu'aucun des deux n'avait planifiée, mais qui était être exactement ce dont ils avaient tous deux besoin. Aucun ne remarqua la voiture noire qui les suivait à distance. À l'intérieur de cette voiture se trouvait Jérôme Fournier, le père biologique de Gaspard, le même qui avait abandonné Amélie 2 ans auparavant. Il avait vu les nouvelles. Il avait vu que son fils était vivant et que cet enfant vivait maintenant dans un manoir de millionnaire. Jérôme sourit en allumant une cigarette. Il avait travaillé dans la construction à Bordeaux pendant ces 2 ans, survivant à peine. Mais maintenant, il avait un fils riche, un fils qui valait de l'or. Et Jérôme Fournier n'avait jamais été bon pour refuser les opportunités. 3 semaines après la résolution judiciaire, la vie dans le manoir Villeneuve avait trouvé un nouveau rythme. Amélie ne dormait plus dans la chambre de service. Étienne lui avait donné la suite principale du 3e étage, avec vue sur le jardin et une pièce annexe parfaite pour la chambre de Gaspard. L'adaptation n'avait pas été facile. Amélie se sentait encore mal à l'aise d'être servie par d'autres employés, dont beaucoup avaient été ses collègues à peine 1 mois auparavant. Mais peu à peu, avec la patience d'Étienne et le soutien inconditionnel de Camille, elle commença à sentir que elle appartenait à cet endroit. C'était un samedi matin de novembre. Amélie était dans le jardin avec Gaspard, profitant du soleil d'automne. Le bébé avait visiblement grandi. Ses joues étaient pleines et roses. Ses yeux brillaient d'intelligence. Il pesait déjà presque 5 kilogrammes. « Regarde, mon amour », lui disait Amélie, lui montrant les feuilles dorées qui tombaient des arbres. « L'automne est magique, n'est-ce pas? Il a l'air heureux. » Amélie se retourna. C'était Étienne, marchant vers elle avec 2 tasses de café. Il portait un jean et un pull en laine, plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vu. « Merci », dit-elle en acceptant la tasse. « Il grandit si vite. Parfois, j'ai peur de manquer un moment important. C'est pourquoi nous sommes ensemble là-dedans, pour nous assurer qu'aucun de nous ne manque rien.
Étienne s'assit sur le banc à côté d'elle. Comment te sens-tu? Avec tout ça, je veux dire. Regrettes-tu d'avoir accepté d'emménager ici? Non, jamais. Mais parfois, j'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Il y a 3 mois, je nettoyais des sols. Maintenant, je vis dans un manoir. J'ai mon propre avocat. Les médias m'appellent la mère miracle. Nkara, Arana Endara Fisia, BNDA NDSL. Tu es plus que ça, Amélie. Tu es courageuse, généreuse, incroyablement forte. Leurs regards se croisèrent. Il y avait quelque chose dans l'air entre eux, quelque chose qui grandissait depuis des semaines, mais qu'aucun n'osait nommer. Étienne, commença Amélie, mais elle fut interrompue par Camille, qui sortait en courant de la maison. Papa, Amélie, il y a un homme à la porte. Il dit qu'il a besoin de vous parler. Il dit que c'est le papa de Gaspard. Le cœur d'Amélie s'arrêta. Quoi? Étienne se leva immédiatement, son expression devenant grave. Camille, emmène Gaspard à l'intérieur, maintenant. La fillette obéit, bien que clairement effrayée. Amélie suivit Étienne vers l'entrée principale, où l'un des gardes de sécurité retenait un homme. Jérôme Fournier ressemblait exactement à ce dont Amélie se souvenait, seulement plus négligé. Il avait les cheveux plus longs, une barbe de quelques jours, des vêtements froissés, mais ses yeux couleur miel étaient les mêmes qui l'avaient captivé 2 ans auparavant. « Amélie, » dit Jérôme avec ce sourire qui lui avait autrefois paru charmant. « Tu as l'air bien, la vie de millionnaire te va bien. Que fais-tu ici, Jérôme ?» La voix d'Amélie tremblait d'une rage contenue. « Je suis venu rencontrer mon fils. J'ai des droits, tu sais. J'ai vu les nouvelles. Tout Paris sait que je suis le père biologique du bébé millionnaire. » Étienne s'interposa entre Jérôme et Amélie. « Le même bébé que tu as abandonné lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Tu n'as aucun droit ici. » « Oh, mais j'en ai. J'ai consulté un avocat. Je peux demander la garde partagée, les visites, la pension alimentaire. » Jérôme sourit avec malice. « Ou nous pouvons parvenir à un accord plus civilisé. »« Combien veux-tu » demanda Étienne directement. « 500 000 € et la signature de documents renonçant définitivement à tous mes droits parentaux. C'est une bonne affaire, étant donné que je pourrais demander beaucoup plus devant les tribunaux. »« Tu es méprisable, » cracha Amélie. « Comment peux-tu faire ça? Utiliser ton propre fils pour faire du chantage. Ce n'est pas mon fils, Amélie. C'est un moyen d'arriver à une fin. Je ne voulais pas être père il y a 2 ans et je ne veux pas l'être maintenant. Mais si l'univers me donne l'occasion d'améliorer ma vie, je serais stupide de ne pas la saisir. » Étienne sortit son téléphone. « Charles, viens à l'entrée principale. Nous avons un intrus. »« Je ne suis pas un intrus, » protesta Jérôme. « Je suis le père biologique. J'ai le droit d'être ici. Pas sur une propriété privée sans invitation. » 2 gardes de sécurité apparurent. Escortez M. Fournier hors de la propriété. S'il revient, appelez la police. Da, Diela. Alors qu'on l'emmenait, Jérôme cria vers Amélie. Réfléchis bien. Soit tu me paies, soit je te vois au tribunal. Et crois-moi, les juges sont en faveur des droits des pères biologiques. Quand ils furent finalement partis, Amélie s'effondra contre Étienne, tremblante. Il la serra dans ses bras, sentant ses sanglots contre sa poitrine. « Il ne peut pas me l'enlever. Pas après tout ça. Je ne peux pas perdre Gaspard à nouveau. Tu ne le feras pas, je te le promets. » Étienne la serra plus fort. « Je vais parler à Robert. Nous trouverons un moyen de neutraliser Jérôme. » Cette nuit-là, après avoir couché Gaspard et Camille, Étienne et Amélie se réunirent dans le bureau avec Robert. « La situation est compliquée, » admit l'avocat. « Jérôme a des droits biologiques. S'il demande un test de paternité formel et établit la garde, il a légalement droit à des visites au minimum. »« Et si nous le payons » demanda Étienne. « Ce serait du chantage, techniquement illégal. Mais... » Robert fit une pause. « S'il accepte volontairement de renoncer à ses droits en échange d'une somme convenue, le présentant comme un accord mutuel, cela pourrait fonctionner. »« Je ne veux pas lui donner un centime, » dit Amélie avec amertume. « Il ne le mérite pas. Tu as raison, il ne le mérite pas. Mais parfois, nous devons ravaler notre fierté pour protéger ce que nous aimons le plus. » Étienne prit la main d'Amélie. « 500 000 €, c'est beaucoup d'argent. Mais pour moi, ce n'est rien comparé à la tranquillité de savoir que Gaspard sera en sécurité. Et s'il revient en demandant plus? Et si ça ne s'arrête jamais ?» Robert intervint. « C'est pourquoi l'accord doit être blindé. Renonciation totale et irrévocable aux droits parentaux. Clause de confidentialité. S'il viole une quelconque condition, il doit rendre l'argent multiplié par 3. Prépare les documents, » ordonna Étienne. « Mais enquête d'abord sur lui. Je veux tout savoir sur Jérôme Fournier, où il vit, où il travaille, s'il a des dettes, des antécédents, tout. » Au cours des jours suivants, en attendant le rapport sur Jérôme,
La tension dans la maison était palpable. Amélie dormait à peine, vérifiant constamment les serrures, s'assurant que les gardes étaient vigilants. Étienne remarqua les cernes sous ses yeux, comment elles sursautaient au moindre bruit. Une nuit, il la trouva dans la chambre de Gaspard à 3 heures du matin, simplement en train de le regarder dormir. « Tu ne peux pas vivre comme ça », dit-il doucement depuis la porte. « J'ai peur qu'un jour je me réveille et qu'il ne soit plus là, que Jérôme trouve le moyen de me l'arracher. » Étienne entra dans la pièce et se tint à côté d'elle, regardant le bébé qui dormait paisiblement. « Amélie, j'ai quelque chose à te dire et ce n'est peu. Être pas le moment approprié, mais si je ne le dis pas maintenant, je crois que je vais exploser. Qu'est-ce qui se passe? Ces 2 derniers mois, à te voir avec Gaspard, à te voir avec Camille, à tout partager avec toi, j'ai réalisé quelque chose. » Il se tourna pour la regarder directement. « Je suis tombé amoureux de toi. » Amélie sentit son cœur s'arrêter. « Étienne, je sais que c'est compliqué. Je sais que je suis encore techniquement marié, bien qu'Inès ait signé les papiers du divorce la semaine dernière. Je sais que tu as commencé comme mon employé, qu'il y a des différences de classe, d'âge, tout. Mais rien de tout cela n'a d'importance pour moi. La seule chose qui compte, c'est que quand je suis avec toi, je sens que je suis enfin au bon endroit. Je ressens quelque chose pour toi aussi, admit Amélie, les larmes coulant sur ses joues. Mais j'ai tellement peur. Peur que ce soit trop rapide. Peur de tout gâcher. Peur qu'un jour tu te réveilles et que tu réalises que tu as commis une erreur. La seule erreur que j'ai commise a été de ne pas te le dire plus tôt. Étienne lui essuya les larmes avec son pouce. Je ne te demande pas de nous marier demain. Je te demande seulement de me donner une chance, de voir où cela nous mène. Amélie le regarda dans ses yeux gris, qui étaient passés de l'intimidation à la rendre sereine. Elle pensa à tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, à la façon dont il ne l'avait jamais traité comme inférieur, à la façon dont il aimait Gaspard comme si c'était le sien. « D'accord », murmura-t-elle. « Une chance ». Étienne sourit, et à cet instant, avec la lumière de la lune filtrant par la fenêtre et Gaspard dormant entre eux, il se pencha et l'embrassa. Ce fut un baiser rempli de promesses et d'espoir. Quand ils se séparèrent, Amélie appuya son front contre le sien. « Qu'allons-nous faire de Jérôme ? Nous allons lui donner son argent. Nous allons lui faire signer ses papiers et puis nous allons oublier qu'il existe. » Étienne lui donna un autre baiser sur le front. « Et nous allons être une famille. Toi, moi, Gaspard et Camille. Une vraie famille. » Le lendemain, Robert arriva avec son rapport sur Jérôme. Il avait des dettes de jeu de 100 000 €. Il avait vécu avec différentes femmes à Bordeaux. Aucune relation durable, emploi temporaire, rien de stable. C'est un perdant à la recherche d'un coup de chance, conclut Robert. Mais cela le rend dangereux. Les désespérés sont imprévisibles. Alors donnons-lui ce qu'il veut, décida Étienne, mais avec nos conditions et sous surveillance policière lorsqu'il signera les documents. La réunion fut fixée au lundi suivant. Dans le bureau de Robert, avec un notaire présent et 2 policiers comme témoins, Jérôme Fournier signa la renonciation totale à ses droits parentaux sur Gaspard. 500 000 €, dit Jérôme en vérifiant le virement bancaire sur son téléphone. Un plaisir de faire affaire avec vous. Si tu t'approches à nouveau d'Amélie, de Gaspard ou de tout membre de ma famille, ce virement est automatiquement annulé et nous te poursuivons en justice pour 3 fois le montant. Compris? La voix d'Étienne était de l'acier froid. Parfaitement compris. Ne vous inquiétez pas, vous ne me reverrez plus jamais. Jérôme regarda Amélie une dernière fois. J'espère que tu seras heureuse, vraiment. Tu as toujours été trop bien pour moi. Et sur ce, il sortit de leur vie pour toujours. Amélie sentit comme si un poids énorme s'était soulevé de ses épaules. Étienne la serra dans ses bras là, dans le bureau. « C'est fini », murmura-t-il. Enfin, c'est fini. Mais pendant qu'ils célébraient leur victoire, aucun ne remarqua l'enveloppe qui était arrivée ce matin-là au manoir. Une lettre envoyée de Bordeaux. Elle venait d'Inès, et ce qu'elle contenait allait tout changer une fois de plus. La lettre d'Inès resta fermée sur le bureau d'Étienne pendant 2 jours. Chaque fois qu'il passait devant, il ressentait un mélange de curiosité et de peur. Finalement, un après-midi, tandis qu'Amélie était dans le jardin avec les enfants, il prit son courage à 2 mains et l'ouvrit. « Cher Étienne, je sais que je ne mérite pas ton attention, encore moins ton pardon, mais j'ai besoin de t'écrire cela avant de pouvoir avancer dans ma vie. Depuis des mois, je suis en thérapie intensive. Ma psychiatre dit que je souffre de dépression sévère et que je l'ai probablement depuis des années sans la traiter. Cela n'excuse pas mes actions, mais peut être les explique. Je ne t'ai jamais aimé comme tu méritais de l'être. Je t'ai épousé pour de mauvaises raisons. Sécurité, statut, échapper aux attentes de ma famille. Et quand je suis tombée enceinte d'Olivier, j'ai paniqué. Non pas à cause du bébé,
mais à cause de la peur de perdre tout ce que j'avais construit. L'ironie est cruelle. Le bébé que j'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois, celui que j'ai senti bouger, celui que j'ai rêvé de connaître, est mort, et je ne l'ai jamais su. Pendant 2 mois, j'ai cru que mon fils était vivant, qu'il me rejetait simplement en tant que mère. Maintenant, je comprends que l'univers m'a puni de la manière la plus douloureuse possible. Je n'écris pas pour demander pardon, je ne le mérite pas. J'écris parce que je veux que tu saches qu'Amélie est tout ce que je n'ai jamais pu être. Elle est authentique, aimante, courageuse. Prends soin d'elle et dis-lui que je suis désolé pour toute la douleur que je lui ai causée. J'écris aussi parce que j'ai besoin que tu saches quelque chose à propos de Camille. Elle n'a jamais été seulement la fille de ta première épouse pour moi. Elle était un rappel constant que je n'étais pas la première, que je ne serais jamais suffisante. Mais maintenant, en thérapie, je réalise à quel point j'ai été cruel envers une enfant innocente qui ne demandait qu'à être aimée. Si tu peux, dis-lui que je suis désolé, qu'elle a toujours mérité plus que ce que je lui ai donné. J'ai décidé de rester à Bordeaux. Ma famille a des contacts ici et je vais prendre un nouveau départ. Peut-être qu'un jour je pourrai me regarder dans le miroir sans me haïr. Le divorce est signé. Je ne veux rien de toi, je veux juste la paix. Prends soin de Gaspard et dis à Amélie que grâce à elle, je sais maintenant ce qu'est le véritable amour maternel. Je l'ai vu dans chaque regard qu'elle donnait à ce bébé, même lorsqu'elle croyait qu'il n'était pas le sien. Avec regret et quelque chose qui ressemble à de la gratitude. Inès. Étienne termina de lire, les larmes aux yeux. C'était étrange. Il avait haï Inès pendant des semaines. Mais cette lettre montrait une femme brisée, affrontant enfin ses démons. Cette nuit-là, après le dîner, il réunit tout le monde dans le salon. Amélie, Camille et Gaspard, sur son tapis de jeu au sol. « J'ai reçu une lettre d'Inès », annonça Étienne. « Camille, il y a quelque chose qu'elle veut que tu saches. » Il lut la partie pertinente de la lettre à la fillette. Camille écouta en silence, assimilant les mots. « Elle est vraiment désolée ?» demanda-t-elle finalement. « Je crois que oui, princesse. Les gens font des erreurs, parfois de très grandes erreurs, mais l'important est de savoir s'ils en tirent des leçons. » Camille resta pensive un instant. Puis elle s'approcha d'Amélie et se blottit contre elle. « Je suis contente que tu sois là. Tu es une meilleure maman que Inès. » Amélie serra la fillette dans ses bras, sentant les larmes menacées de couler. « Je n'essaierai jamais de remplacer ta vraie maman, Camille. Mais je te promets que je t'aimerai toujours. Je sais. C'est pourquoi je t'appellerai Maman Amélie, comme le font les enfants avec leur belle-mère dans les films, mais de la belle façon. » Étienne observa la scène, le cœur empli. Sa famille brisée s'était reconstruite de la manière la plus inattendue. Elle n'était pas parfaite, mais elle était réelle. Les mois suivants apportèrent de beaux changements. Le divorce d'Étienne fut finalisé en janvier. En mars, il demanda officiellement Amélie en mariage, dans le même jardin où elle avait sauvé Gaspard cette première nuit. « Je sais que c'est rapide », dit Étienne, s'agenouillant avec un diamant qui avait appartenu à sa mère, sa première épouse. « Je sais que tout cela a été une folie, mais je sais aussi que je ne veux pas passer un seul jour de plus sans que tu sois officiellement ma famille. » Amélie pleura, rit et dit oui 1000 fois. Ils se marièrent lors d'une cérémonie intime en mai, avec seulement des amis proches et la famille. Camille fut la demoiselle d'honneur, vêtue d'une belle robe couleur lavande. Gaspard, alors âgé de 8 mois, rampait partout dans son petit costume. La mère d'Amélie fit le voyage depuis Clermont-Ferrand, n'arrivant toujours pas à croire le tournant qu'avait pris la vie de sa fille. « Ma petite, l'employée de maison, épousant un millionnaire », disait-elle entre deux sanglots. « C'est comme un conte de fées. » « Ce n'est pas un conte de fées, maman, » corrigea Amélie. « Les contes de fées n'ont pas autant de douleur. C'est la vraie vie, compliquée, douloureuse, mais aussi magnifique. » Pendant la réception, Étienne fit un discours qui fit pleurer tout le monde. « Il y a 1 an, ma vie était parfaite sur le papier. J'avais de l'argent, du succès, une famille qui avait belle allure sur les photos, mais j'étais vide à l'intérieur. Puis Amélie est arrivée, une femme qui avait tout perdu, mais qui avait encore de la place dans son cœur pour sauver mon fils. Nous ne savions pas alors que c'était son fils aussi. Peut-être que le destin le savait. Peut-être qu'il y avait une raison pour laquelle elle était exactement là où elle devait être cette nuit-là. Je ne crois pas aux coïncidences. Je crois que certaines personnes sont destinées à se rencontrer. Et j'étais destiné à rencontrer cette femme extraordinaire qui m'a appris que le véritable amour n'a rien à voir avec le sang, l'argent ou le statut. Il a à voir avec le fait d'être présent, de choisir de rester, d'aimer inconditionnellement. Il leva son verre. À Amélie, la femme qui a sauvé mon fils, et moi par la même occasion. Tous trinquèrent, les larmes aux yeux. 6 mois après le mariage,
Amélie découvrit qu'elle était à nouveau enceinte. Cette fois, Étienne fut présent à chaque rendez-vous médical. Il lui tint la main à chaque échographie, et lorsque leur fille naquit en février de l'année suivante, un bébé parfait avec les yeux d'Amélie et le sourire d'Étienne, ils la nommèrent Léa Valentine de Villeneuve-du-Bois. Léa pour le bébé qu'Amélie pensait avoir perdu. Valentine parce que, malgré tout, Inès avait fait partie de l'histoire qui les avait réunis. Camille adorait sa nouvelle petite sœur et Gaspard, maintenant âgé d'1 an et demi, la regardait avec cette curiosité enfantine précieuse. « Nous sommes une grande famille », dit Camille un après-midi, alors qu'ils étaient tous dans le jardin. Bizarre, mais grande. La meilleure sorte de famille, acquiesça Amélie avec Léa dans ses bras et Gaspard jouant à ses pieds. Étienne l'étreignit par derrière, l'embrassant sur la tête. « Tu te souviens de cette nuit où tu as frappé à ma porte en offrant ton aide ? Chaque jour. Ce fut la nuit où tout a changé. Ce fut la nuit où un bébé millionnaire ne voulait rien manger et où une employée de maison lui donna son lait maternel et il fut sauvé. Mais il n'y a pas que lui qui a été sauvé. Nous l'avons tous été. » Amélie se retourna pour le regarder. « Tu crois qu'Inès va bien ? » ?»« Je l'espère. J'ai reçu un message d'elle il y a 1 mois. Elle est fiancée à un architecte de Bordeaux. Elle semble heureuse, ou du moins en paix. Je suis contente pour elle. Tu as un cœur trop généreux. Non, je comprends juste que nous faisons tous de notre mieux avec ce que nous avons. Inès a perdu son bébé. J'ai retrouvé le mien. La vie est étrange ainsi. Cette nuit-là, après avoir couché les 3 enfants, Étienne et Amélie s'assirent sur le balcon de leur chambre, regardant les étoiles au-dessus de Paris. « Aurais-tu jamais imaginé que ta vie serait comme ça ?» demanda Étienne. « Jamais, même dans mes rêves les plus fous. Il y a 2 ans, je nettoyais des maisons. J'étais enceinte et seule. Maintenant, je suis mariée à l'homme que j'aime. J'ai 3 beaux enfants. Je vis dans un manoir. C'est surréaliste. Es-tu heureuse ?» Amélie y réfléchit un instant. Elle pensa à toute la douleur qu'elle avait traversée, la perte, le deuil, l'humiliation. Mais elle pensa aussi à Gaspard qui riait, à Camille qui l'appelait maman Amélie, à Léa qui dormait paisiblement dans son berceau, à Étienne, son mari, son partenaire, son amour. « Je suis plus qu'heureuse, je suis comblée. » Étienne l'embrassa. Et dans ce baiser, il y avait des promesses de matins ensemble, de défis qu'ils affronteraient unis, d'un amour qui grandirait avec les années. Car au final, l'histoire n'avait jamais été celle d'un bébé millionnaire qui ne mangeait pas. Elle avait été celle de trouver une famille dans les endroits les plus inattendus, de l'amour qui transcende la biologie, des secondes chances et des destins entrelacés. Elle avait été celle d'une femme qui a tout perdu et a trouvé plus que ce dont elle n'avait jamais rêvé, et d'un homme qui avait tout et a découvert qu'il n'avait rien jusqu'à ce qu'il trouve le véritable amour. Cette nuit-là, pendant que Paris dormait et que les étoiles brillaient sur le manoir de Neuilly-sur-Seine, la famille Villeneuve-du-Bois se reposait en paix, complète, guérie, et finalement, enfin à la maison.